Imaginez être choisi par une épée maudite capable de transformer n'importe qui en monstre, mais pour une raison quelconque, vous ne pouvez tout simplement pas être corrompu. C'est le cas de Yun Gong, un jeune chômeur qui finit par passer un contrat complètement absurde avec une épée démoniaque. Le prix à payer, toutes ses économies. Et le pire dans tout ça, c'est que l'épée se met à le suivre partout en réclamant du sang et en essayant de lui faire commettre des actes maléfiques. Mais Gon découvre quelque chose d'encore plus étrange. Alors que les autres chasseurs sont détruits par le karma et la corruption, son corps semble fonctionner d'une manière totalement différente. Et lorsqu'il pénètre dans une zone noire pour la première fois, il rencontre des monstres, des artefacts maudits et des compagnons prêts à s'entretuer pour le pouvoir. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que Gon puisse transformer sa propre malédiction en une arme capable d'affronter des créatures censées être impossibles à vaincre. Et c'est là que commence la véritable histoire de celui qui est peut-être la seule personne immunisée contre la corruption. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour m'aider, les amours. Un portail violet déchire le ciel au-dessus de la ville. Des soldats bouclent la zone et interdisent le passage aux civils. Yun Gong marche dans la rue avec enthousiasme. C'est un orphelin qui a grandi dans la difficulté, mais il a reçu un soutien financier du gouvernement. Le directeur de l'orphelinat conseille à Gon d'épargner son argent de poche au lieu de le dépenser en hamburgers, lui promettant que la somme triplera. Gon suit ses conseils et fait des économies, rêvant de manger 2 fois plus de hamburgers à l'avenir. Des années plus tard, Gon entre dans une banque pour retirer l'argent. Ses économies ont bel et bien triplé. Il compte utiliser l'argent pour payer la caution d'un appartement et finaliser le contrat de location. Pendant que Gon se réjouit, un homme masqué apparaît, armé d'une épée. Gon demande que l'argent soit transféré sur un compte spécifique et en profite pour ouvrir un compte épargne. Après avoir payé la caution et les frais, Gon a encore 65 millions de wons pour vivre pendant qu'il cherche du travail. Il sourit, se disant que sa vie va enfin être paisible. À ce moment-là, l'homme masqué fait irruption dans l'établissement, tranchant tout sur son passage et hurlant que c'est un braquage. Les personnes à l'intérieur paniquent à la vue d'un braqueur armé en plein jour. Le braqueur fonce dans la banque l'épée levée et annonce que c'est un braquage, ordonnant à tout le monde de ne pas bouger. Gon a des sueurs froides en voyant son rêve de vie paisible s'effondrer instantanément. Le braqueur brise la porte d'entrée en verre et ordonne à tous de lever les mains et de ne pas bouger. Les clients se recroquevillent sur le sol de peur. Il crie à nouveau à tout le monde de ne pas bouger, avançant l'épée à la main. L'un des agents de sécurité réagit, sort une arme et ordonne au braqueur de s'arrêter. Le garde braque son arme sur lui et le prévient qu'il tirera s'il bouge. L'homme masqué se contente de sourire avec assurance. Il fait tournoyer ses épées à une vitesse impossible pour un humain ordinaire et s'arrête dans une pose élégante. Ses yeux brillent d'une lueur rouge alors qu'il met le garde au défi de tirer, sans la moindre peur. Gon comprend la raison de son assurance. Le braqueur est un éveillé. Il y a des années, des portails ont commencé à apparaître à travers le monde, libérant des hordes de monstres. Pour les combattre, les guerriers en première ligne risquent leur vie, et certains d'entre eux éveillent leur mana, transcendant les limites humaines. Ces personnes sont connues sous le nom des éveillés. Conscient du danger, Gon crie que si le braqueur n'est pas un éveillé, il esquivera facilement la balle. Malgré tout, le garde tire. La balle se dirige lentement vers le braqueur. Son sourire sinistre montre que l'arme à feu ne représente absolument aucune menace pour lui. D'un coup rapide, il tranche le projectile. Les otages hurlent de terreur face à cette scène. Les femmes âgées et les autres clients hurlent de panique, et Gon crie lui aussi, réalisant que la situation a échappé à tout contrôle. L'homme masqué sourit, satisfait du chaos qu'il a créé. Bon, en réalité, il a fini par passer pour un parfait idiot car la balle l'a touché en plein front. Ça, c'était vraiment un moment zéro aura, zéro ego. Le braqueur gît sur le sol après s'être fait tirer dessus. Son épée reste abandonnée à côté de lui. Gon observe la scène avec confusion, se rappelant que le braqueur lui-même avait affirmé pouvoir dévier n'importe quelle balle. Le garde de sécurité, tenant toujours son arme, crie et demande si quelqu'un est blessé. L'épée recommence à briller avec la même énergie en forme de X. Depuis l'intérieur de la lame, une voix se moque de lui, misérable idiot, incroyablement faible. La voix s'adresse aux humains, leur disant de s'en emparer et promettant le pouvoir à quiconque la maniera. Une autre personne hurle de terreur en disant qu'il s'agit d'un artefact maudit. La voix promet de se nourrir de sang, d'accumuler du karma et de transformer quiconque la touche en être suprême. Autour d'elle, les yeux de 4 personnes commencent à briller pendant que quelqu'un leur hurle de ne pas y toucher. Une jeune femme s'agrippe à sa grand-mère, lui criant de résister. La vieille femme, déjà sous son influence, supplie qu'on lui donne le pouvoir de sauver son mari. Une mère dit à son fils Yinso de fermer les yeux et de compter jusqu'à 100, tandis que l'homme en bas prie pour échapper à cette situation. Gon tombe à genoux, consumé par la même lueur, criant à tout le monde de résister. Il se lève, possédé, pendant que les autres regardent sous le choc. Ses yeux brillent d'un violet intense alors qu'il murmure que c'est son trésor. Quelqu'un crie de retenir le jeune homme alors qu'il fonce soudainement vers l'épée. Un collègue hurle qu'il est sous l'emprise de l'artefact maudit et que personne ne doit le laisser atteindre l'arme. Une lutte acharnée éclate, plusieurs personnes tentant de maîtriser le jeune homme possédé en même temps. Il vole à travers les airs, la langue tirée et les yeux grands ouverts, tendant la main vers l'épée. Un garde de sécurité se plante devant lui, criant qu'il ne le laissera pas aller plus loin. Malgré cela,
le jeune homme se faufile rapidement pour l'esquiver et se dirige vers l'épée. Finalement, une main se referme sur la garde de l'épée maudite. Possédé, il brandit l'épée maudite, complètement dominé par son influence, et éclate d'un rire incontrôlable. Un homme hurle d'horreur en voyant que le jeune homme a saisi l'artefact maudit. Une explosion d'énergie entoure l'épée et son nouveau porteur. Il tombe à genoux, tremblant, tenant l'arme à deux mains et la tête baissée. Les gens autour de lui réalisent que le jeune homme a été complètement possédé par l'artefact maudit, et l'un d'eux admet à quel point il déteste se sentir si impuissant pour le sauver. La vieille femme prévient qu'ils ne peuvent pas garder la barrière fermée pour toujours, expliquant que si elle se brise, la ville entière sera en danger. Pendant ce temps, le garde de sécurité s'approche du protagoniste et lui demande s'il va bien. Un œil sinistre apparaît au-dessus de Gon, avec la silhouette de Gon s'élevant en son centre. Il est devenu le nouvel hôte de l'épée. Comme preuve du contrat passé entre eux, Gon sent son propre corps réagir. La voix de l'épée exige qu'il offre ce qu'il a de plus précieux. Gon panique, marmonnant qu'il ne veut pas renoncer à ce qu'il a de plus précieux, mais la voix insiste, lui demandant s'il désire le pouvoir qu'elle peut lui offrir. L'entité sombre lui promet le pouvoir de dominer le monde entier. Elle lui promet aussi le pouvoir de s'élever au-dessus de tous les hommes pour que plus personne ne puisse jamais le prendre de haut. Submergé par l'ambition, Gon répète fébrilement qu'il veut ce pouvoir. La voix exige alors qu'il offre immédiatement ce qu'il a de plus précieux. Les yeux de Gon s'écarquillent. Il tient déjà l'épée, et le garde de sécurité crie d'incrédulité en voyant qu'il a été complètement envoûté. Gon tient l'épée tandis qu'une atmosphère sombre l'entoure, son corps tremblant. Soudain, il tourne la tête en arrière et affiche un sourire sinistre. Il bondit en avant avec l'épée levée, et les gens autour de lui hurlent de terreur face à cette scène. L'un d'eux réalise sous le choc qu'il a été complètement envoûté, mais ce qui tourmente réellement Gon, en fin de compte, c'est de perdre son compte bancaire. Gon fonce droit devant lui, l'épée à la main, se dirigeant vers le guichet de la banque pendant que les clients hurlent de terreur. Tout en souriant, il tend le bras et dépose sa carte sur le guichet. Les yeux de la guichetière s'écarquillent, incapable de comprendre ce qui se passe. Toutes les économies de Gon, 3,165 milliards de wons, sont reversées à l'orphelinat Emmanuel. Le caissier confirme que le transfert a bien été effectué. Gon reste figé, essayant d'assimiler ce qu'il vient de faire. L'épée lui demande quelle était sa possession la plus précieuse, et Gon réalise avec incrédulité. Il vient d'offrir les 61,65 millions wons qu'il avait passé sa vie entière à économiser. Il se prend la tête de désespoir, disant que le prix du pouvoir était bien trop élevé. La voix de l'épée le traite de fou pathétique. Elle se moque de lui, incapable de croire qu'un contrat de ce niveau ait été scellé avec de l'argent et un montant aussi étrangement précis que 3,165 milliards wons. La lame s'illumine et même l'épée elle-même semble surprise. Le pacte a vraiment fonctionné. Gon exige de savoir où est le pouvoir promis. À ce moment-là, une femme aux cheveux bleus s'approche par derrière. Gon continue, déclarant sèchement qu'il a déjà renoncé à sa possession la plus précieuse. L'épée grommelle d'agacement que l'argent reste de l'argent et qu'elle ne peut pas refuser le paiement. La femme lui ordonne de ne pas bouger. Elle glisse la main dans la veste de son costume. Elle lève un signe d'identification. Elle se présente sous le nom de Kan Shing HW, de la deuxième équipe de la division des affaires spéciales du département de l'administration des Hunters, et lui ordonne de lâcher l'épée et de se rendre. Gon panique lorsqu'il reconnaît le nom. La division des affaires spéciales est connue pour tuer quiconque refuse d'obéir. Il lève immédiatement les mains pour se rendre et jette l'épée au loin pour prouver qu'il est prêt à coopérer. Shing HW le fixe simplement en silence. Elle répète froidement qu'elle lui a dit de lâcher l'épée. Gon est confus, incapable de comprendre pourquoi. Perplexe, il réalise que l'épée a volé en arrière et cesse de nouveau attachée à sa main, l'empêchant de s'en débarrasser. Gon crie de désespoir, demandant pourquoi l'épée ne veut pas quitter sa main. Au début, elle ne répond que par le silence. Puis l'épée lui explique que leur contrat les alliait pour toujours, il est donc inutile d'essayer de s'en débarrasser. Shing HW l'avertit froidement qu'il ne fait pas attention à elle et lève le bras, qui s'est déjà transformé en une arme à énergie. Son bras mécanique s'illumine alors qu'il charge une attaque. Elle pointe l'arme directement sur Gon, qui hurle de terreur et la supplie d'attendre. Il essaie de s'expliquer et dit qu'il tente de jeter l'épée, mais l'arme l'interrompt en hurlant qu'elle veut boire. Gon la corrige rapidement, balbutiant que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. L'épée revient simplement dans sa main d'elle-même, peu importe à quelle distance il la lance. Shing HW continue de charger son attaque, le visage complètement impassible. Pris au piège, Gon crie qu'il se rend. L'épée, encore plus irritée, exige qu'il le tue sur le champ. Une vieille femme possédée hurle, demandant le pouvoir d'envoyer un homme dans l'autre monde pendant que sa petite fille la supplie d'arrêter car le sort s'est déjà dissipé. Quelqu'un, perplexe, demande comment elle est devenue si forte. Coupure sur une salle d'interrogatoire où Gon est assis sous les projecteurs. Park Do-kyun se présente comme le chef de la deuxième équipe de la division des affaires spéciales, avec Shing HW debout derrière lui. Gon se présente, Yoon-gon, le 37e diplômé de l'orphelinat Emmanuel, actuellement au chômage. Do-kyun rit et dit qu'ils ont déjà vérifié les caméras de sécurité, dissipé le malentendu, et que Gon peut se détendre. Soulagé que le malentendu ait été résolu, Gon se dit qu'il a failli mourir, se remémorant le moment où Shing HW l'a attaqué sans même écouter ses explications. Shing HW commande simplement avec gêne qu'elle peut être un peu inflexible.
Do-kyung en revient aux choses sérieuses. La situation de Gon n'est pas bonne car il a passé un contrat avec un outil maudit. Gon demande ce que c'est, et Do-kyung explique que c'est ainsi qu'il appelle les objets magiques provenant de l'autre côté des portails. Il révèle que l'outil de Gon est classé comme une épée maudite, capable d'enchanter ceux qui se trouvent à proximité et de corrompre son porteur. Gon murmure que tout prend sens maintenant. Gon demande ce qu'il doit faire puisque l'épée revient toujours même quand il la jette. Do-kyung lui répond que puisqu'elle est liée à lui, il sera difficile de s'en débarrasser sans mettre fin au contrat. Il ajoute que si même les personnes âgées et les enfants parviennent à résister au sort de l'épée, ce n'est probablement qu'un outil maudit de rang E tout au plus. Offensé, Gon rit d'un air moqueur face à cette classification. L'épée furieuse rétorque que c'est lui qui est tombé dans le panneau comme un idiot alors que tout le monde y a résisté. Gon ne peut que laisser échapper un son confus, il réalise qu'elle a raison et s'exclame en signe d'accord. Il pose ensuite des questions sur le prix qu'il a payé pour le contrat avec l'épée maudite. Park demande s'il parle du don à l'orphelinat. Gon confirme et veut savoir s'il y a un moyen de récupérer cet argent, car c'était toutes les économies qu'il avait accumulées tout au long de sa vie. Do-kyung explique que même si elle est de rang E, une épée maudite reste une épée maudite, et qu'inverser la causalité d'un contrat peut causer un grave effet secondaire. Gon soupire de résignation. Il n'y a rien qu'il puisse faire, et puisque l'argent a fini à l'orphelinat où il a grandi, il considéra cela comme une bonne action. Il se souvient qu'au final, ce n'était que l'argent de poche que le directeur lui donnait, combiné aux aides de l'État. Ce n'était jamais vraiment son argent. Do-kyung et Shing-hw lui recommandent d'être prudent pour le moment et de les avertir immédiatement si quoi que ce soit arrive. Gon les remercie et s'en va. Alors qu'il s'éloigne, Shing-hw se demande s'il est vraiment prudent de relâcher un civil portant une épée maudite, étant donné que la procédure standard exige de contacter la division de la quarantaine. Do-kyung répond que la division de la quarantaine n'a actuellement aucune ressource disponible. Il ajoute qu'il y a une autre raison et porte la main à sa propre bague. Son visage se crispe sous l'effort alors qu'il tire sur la bague. Il essaie de l'enlever, mais elle refuse de bouger. Ses yeux brillent soudainement d'une lumière orange intense. Frustré, il admet qu'ils ne peuvent même pas lever la malédiction de cette façon. Alors que la bague brille toujours, il demande si l'Ashkang peut faire quelque chose. Shing-hw hésite en silence. Finalement, elle répond que c'est impossible. Do-kyung accepte sa réponse. Un humain consumé par un artefact maudit ne pourra jamais y échapper. Tôt ou tard, il finira par succomber à la corruption. Malgré cela, il souligne que Gon a jeté l'épée de lui-même bien qu'elle n'arrêtait pas de revenir, qu'un enfant et une femme âgée ont réussi à résister à la tentation de cette même arme, et que le prix payé pour le contrat n'était que de l'argent. Do-kyung en conclut que ce n'est pas un objet si dangereux et qu'ils peuvent le récupérer à tout moment. Shing-hw trouve étrange que Gon ne semble pas du tout ébranlé par la perte de toutes ses économies. Shing-hw demande si cela pourrait être parce que l'épée est trop faible pour corrompre son porteur. Do-kyung admet que c'est une possibilité. Mais après réflexion, il reconnaît que ce n'est pas comme si Gon possédait une quelconque immunité à la corruption ou quoi que ce soit de ce genre. Shing-hw demande s'il y a déjà vraiment eu un cas d'immunité à la corruption. Do-kyung répond que, bien sûr, il n'y en a jamais eu. Il ajoute que depuis l'ouverture des portails, aucun cas de personne immunisée contre la corruption n'a jamais été recensé. Malgré tout, il décide que pour l'instant, ils vont simplement garder un œil sur Gon. Seul, Gon continue de marcher dans la rue avec l'épée entre les mains. Tout près, un officier de police en service se dit qu'il préférerait ne pas avoir à abattre de civils innocents aujourd'hui. Gon entre dans une supérette, l'employé commence à l'accueillir mais se fige en voyant ce qu'il transporte. Épuisé, il grommelle que beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui et qu'il meurt de faim. L'employé terrifié se dit, une épée, un braqueur. Agacé, Gon dit à l'épée d'arrêter de réclamer du sang, précisant que la nourriture est pour lui, pas pour elle. Perplexe, l'employé se dit qu'il parle à une épée et se demande s'il est fou. Il ne demande rien de plus que des nouilles instantanées, mais l'employé l'informe que le solde de sa carte est vide. Gon est confus. Après tout, ce n'est qu'un bol de nouilles. Ça ne devrait pas poser de problème. Puis il se souvient soudainement sous le choc qu'il a fait don de toutes ses économies à l'orphelinat. Furieux, il secoue l'épée, la maudissant et réclamant son argent, disant qu'il n'a même pas de quoi s'acheter à manger. L'arme réplique que c'est lui qui l'a offert comme prix du contrat. Terrifié, l'employé en conclut que le voleur a enfin montré son vrai visage. Soudain, une femme âgée à proximité succombe à la tentation de l'épée et se met à crier, demandant le pouvoir de tabasser son mari. Tout sombre dans le chaos, et Gon est surpris, ne comprenant pas d'où vient la vieille femme. Paniqué, l'employé appelle la police. Un officier de police arrive sur les lieux, disant qu'il recherche une personne disparue et demandant si quelqu'un a vu une femme âgée dans les environs. Lorsqu'il entre, il trouve Gon tenant l'épée au-dessus de la vieille femme pendant que l'employé regarde avec horreur. L'officier dégaine son arme et ordonne à Gon de lever les mains, le traitant de ravisseur. Paniqué, Gon crie que c'est un énorme malentendu. La vieille femme possédée continue de hurler, réclamant du sang et du pouvoir. Au final, c'est Shing-hw qui apparaît et résout toute la situation, tandis que Gon ne peut que baisser la tête de honte. Une semaine s'écoule. Gon marche dans les rues de la ville en trébuchant, le regard sombre et de profondes cernes sous les yeux. Les gens dans la rue chuchotent en voyant Gon porter ouvertement une véritable épée, concluant qu'il doit être fou.
Son visage se crispe de colère, les dents serrées. Furieux, il empoigne l'épée et hurle que tout est de sa faute. La scène fait un bond d'une semaine en arrière. Un recruteur appelle le candidat suivant à entrer. 2 recruteurs attendent à l'intérieur, l'un d'eux visiblement nerveux après avoir entendu le bruit d'un métal traînant sur le sol. Gon entre dans la pièce avec des yeux brillants et un sourire sinistre, se présentant comme un individu talentueux prêt à donner sa vie pour l'entreprise. Arborant toujours ce sourire dérangeant, il s'identifie comme étant le candidat numéro 13, Yoon-gon. Les recruteurs hurlent de panique qu'il est recalé, le traitant de meurtrier armé d'une épée. Un tampon rejeté apparaît à l'écran. Lors d'un autre entretien, un chef de chantier explique que comme le travail implique de porter des charges lourdes, avoir une épée complique un peu les choses, tandis que Gon sourit innocemment, gardant des boîtes en équilibre avec la lame accrochée à sa ceinture. Recalé à nouveau. Pour un poste dans la vente, le recruteur terrifié tente la même excuse, mais Gon se penche sur lui de façon menaçante sans s'en rendre compte, demandant simplement à être écouté. Recalé. Dans un restaurant, le gérant répète la même excuse pendant que Gon serre les tables avec l'épée dans le dos, effrayant les clients. Recalé encore une fois. Fatigué, Gon décide de laisser l'épée derrière lui avant son prochain entretien, l'appuyant contre le mur et réajustant sa cravate. Cette fois, le recruteur hoche calmement la tête, disant que tout va bien et que l'entreprise n'est pas si stricte. Enthousiaste, le patron de l'entreprise apparaît tout sourire, assurant à Gon qu'il a le don de jauger les gens et que rien qu'en le regardant, il sait que Gon est gentil et travailleur. Il est embauché. Il lui tend la main en disant que Gon fait désormais partie de la famille et suggère une poignée de main pour sceller l'accord. Enthousiaste, Gon lui tend également la main, acceptant avec joie. Les 2 mains se rapprochent et une lueur soudaine apparaît au moment du contact. L'épée de retour dans la main de Gon s'élance et s'arrête sur la gorge du patron, gâchant ce qui aurait dû être le début d'un nouvel emploi. Le patron hurle pour appeler la sécurité, le traitant d'assassin, tandis que Gon insiste désespérément sur le fait que c'est un malentendu. Recalé à nouveau. De retour dans le présent, Gon s'arrête au milieu de la rue, l'épée à la main, attirant l'attention des passants. Il fixe la lame avec fureur, disant que tout ce qui s'est passé est de sa faute. N'en pouvant plus, il la jette au loin, hurlant à plusieurs reprises de disparaître. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il réalise qu'elle est déjà de retour dans sa main. Il hurle à nouveau de désespoir, lui ordonnant de disparaître. L'épée réplique froidement qu'il ne doit pas rejeter son destin en tant que contractant, mais plutôt faire couler le sang et accumuler les mauvaises actions. Perplexe, Gon marmonne qu'il n'est vraiment pas intéressé par ça. Entouré d'une sinistre aura violette, il tombe à genoux alors que l'épée rit, affirmant qu'il a bien résisté pendant une semaine, mais que c'est la fin. Elle l'exhorte à commettre le mal et à libérer toutes ses pulsions pendant que Gon lève les mains, telles des griffes, luttant pour résister. Il se couvre le visage d'une main, les dents serrées, combattant la pulsion qui l'anime. Ses yeux commencent à briller d'un rouge intense avec des éclairs violets crépitant autour de lui. Un sourire sinistre se dessine sur son visage. Il finit par céder, déclarant qu'il ne se retiendra plus et libérera ses pulsions. L'épée jubile, annonçant que, pas à pas, il va enfin emprunter la voie de la corruption. La main de Gon se glisse dans sa poche. Il en sort des snacks au maïs. Les yeux hagards, il déchire l'emballage, souriant comme un fou. Il dévore le snack à la hâte, mâchant désespérément. Agissant comme un forcené, il avale tout avec avidité comme si c'était son dernier repas. L'épée observe simplement, incapable de comprendre quoi que ce soit, et demande « Qu'est-ce ce que tu fais ?» Il se rend compte trop tard qu'il s'agissait d'une barre énergétique censée être mangée portion par portion, et il a avalé tout le paquet d'un coup. Le poing serré, il écrase l'emballage vide. Sans y réfléchir à 2 fois, il jette le déchet au loin, hurlant attention à la grenade. Pendant que l'objet vole à travers le terrain de jeu. Le déchet atterrit dans le sable. L'épée hurle d'indignation, lui demandant ce qu'il croit faire. Gon répond avec un sourire qu'il a jeté des ordures sur le terrain de jeu sans les recycler. Entouré d'énergie sombre, il déclare que maintenant qu'il a l'épée maudite, il n'a plus besoin de cacher ses pulsions. Il pousse un rire hystérique, demandant d'un ton moqueur si c'est suffisant pour accumuler des mauvaises actions tandis que l'aura sombre palpite autour de lui. Soudain, ses yeux s'écarquillent sous le choc alors qu'il se demande ce qu'il vient de faire. Furieux contre lui-même, il maudit l'épée pour l'avoir forcé à commettre un acte de corruption aussi mesquin. Il se penche et ramasse le déchet par terre, puis le jette proprement dans la poubelle de recyclage. Soulagé, il murmure que pour l'instant, il a réussi à défaire ce qu'il a fait. Un soupir de soulagement lui échappe mais quelque chose le fait sursauter. L'énergie sombre commence à s'agiter de nouveau autour de son corps. Il se souvient de la mise en garde de Do Kyung, que l'inversion de la causalité entraînerait des effets secondaires, pendant que Gon se tord de douleur, englouti par l'énergie violette. Il hurle de désespoir alors qu'il est aspiré dans un vortex sombre qui s'ouvre sous ses pieds. Soudain, il se réveille haletant et effrayé. En regardant autour de lui, il ne reconnaît pas l'endroit. Ça semble être sa propre chambre, mais il n'a aucune idée de quand il y est arrivé. Encore étourdi, son expression passe de la confusion à l'alarme. Il touche le sol et sent qu'il est brûlant. En regardant le climatiseur, il se rend compte qu'il est allumé et souffle de l'air chaud. Pire encore, la fenêtre est grande ouverte avec une vue sur de grands bâtiments à l'extérieur. Gon hurle de panique en réalisant l'étendue des dégâts. C'est de la pure destruction environnementale. Gon panique, se demandant si,
En inversant la causalité, il n'aurait pas fini par commettre un mal encore plus grand contre sa volonté. Les images révèlent ce qu'il a fait sans s'en rendre compte. Il s'est contenté de donner des indications à quelqu'un au lieu de l'accompagner personnellement. Il n'a pas non plus retenu la porte de l'ascenseur pour un homme qui courait vers celle-ci, lui criant de l'attendre. Et sans que personne ne s'en aperçoive, il s'est discrètement assis sur le siège prioritaire dans les transports en commun. Réalisant la gravité, ou plutôt l'insignifiance de tout cela, il hurle en se prenant le visage entre les mains. Incrédule, il se demande s'il a vraiment commis des actes aussi odieux. L'épée se plaint avec agacement, lui demandant d'éteindre le chauffage car elle est en train de rôtir là-dedans. Soudain, il s'arrête lorsque son estomac gargouille de faim. Il murmure maladroitement qu'il est absurde de penser à manger juste après avoir commis autant de péchés. L'épée rétorque qu'il est beaucoup plus absurde de considérer ces futilités comme de mauvaises actions. Il ouvre le réfrigérateur et découvre qu'il est complètement vide. Il décide d'aller dans une supérette. Parmi les rayons, il repère une étiquette avec une réduction de 50%. Il sourit, satisfait de sa trouvaille. Cependant, alors qu'il marche dans l'allée avec l'épée dans le dos, il effraie les clients qui réagissent avec choc. Quelqu'un l'interpelle, attirant son attention. Le vigile du supermarché le confronte en disant que peu importe s'il est un chasseur. Personne n'est autorisé à entrer dans un supermarché avec une épée. Gon balbutie en essayant de s'expliquer, mais finit par s'excuser tout simplement. À la caisse, il tend une carte pour payer ses courses. La caissière trouve ça étrange, reconnaissant une carte d'aide à l'autonomie, le genre donné aux jeunes qui quittent les orphelinats. Elle lui demande s'il est un chasseur. Gon confirme que oui. Intriguée, elle demande alors pourquoi il porte une épée. La caissière commence à se plaindre. De nos jours, les jeunes se promènent toujours avec des épées pour imiter les chasseurs. C'est dangereux. Il ferait bien d'avoir un peu de bon sens. Et elle se souvient d'un cas récent où un fou a couru avec une épée juste devant le magasin, semant un chaos total, et heureusement, personne n'a été blessé. Finalement, il est réussi à terminer ses courses. Paniqué, Gon s'enfuit du magasin en criant des excuses à la caissière pendant qu'elle lui hurle dessus avec colère. De retour à son appartement, l'immeuble se dresse silencieusement sous un ciel dégagé. Il se jette sur le lit, soulagé, et pousse un long soupir. Il se dit que porter une épée pousse les gens à supposer qu'il est un chasseur, mais soudain, une idée lui vient. Est-ce que ça veut dire que les chasseurs ont vraiment le droit de se promener armés d'épées? Curieux, il attrape son téléphone et cherche des informations sur la profession de chasseur. Il découvre que depuis l'apparition des portails, une nouvelle profession est née pour contenir les monstres venant du monde des ténèbres. Il y a d'abord les forces de défense, des soldats armés qui combattent les créatures sur les lignes de front des portails. Ensuite, il y a les agents de la division des affaires spéciales du bureau, comme Dokyum et Shing HW, discrets et lourdement armés. Enfin, il y a les chasseurs privés, des mercenaires indépendants qui vendent leurs services pour combattre les monstres. Gon lit que les chasseurs sont autorisés à explorer le monde des ténèbres au-delà des portails et que pour le devenir, il faut passer le test physique du bureau et obtenir une licence officielle de chasseur. Assis sur son lit, il se dit qu'il a entendu dire que les chasseurs gagnent beaucoup d'argent. Soudain, l'épée hurle en réclamant du sang, et Gon sursaute face à ce cri inattendu. Il réfléchit, ce n'est qu'un artefact maudit de rang E, qui perdrait même face à une arme à feu. Peut-il vraiment devenir chasseur avec un truc pareil? Pendant ce temps, l'épée continue d'insister pour qu'il verse le sang et accumule les actes maléfiques au plus vite afin de devenir le maître du monde. Elle continue de hurler pour avoir du sang, mais Gon reste silencieux, plongé dans ses pensées. Il se demande si, au lieu de son sang, elle accepterait de consommer autre chose. Déterminé, il attrape l'épée et annonce qu'il va la nourrir. L'arme vibre d'impatience, suppliant pour du sang. Excitée, elle demande si elle va enfin pouvoir boire quelque chose. Gon fait des mouvements rapides avec ses mains, presque comme un moine Shaolin, laissant l'épée stupéfaite. Petit à petit, elle semble fondre de satisfaction, comme si elle buvait à une cascade après avoir eu soif pendant très longtemps. Intriguée, elle demande pourquoi ce sang est si salé. Sans hésiter, Gon explique que c'est parce que les gens consomment trop de sodium de nos jours. L'épée remarque, intriguée, que l'odeur est bizarre aussi, tandis qu'en arrière-plan, des plantes commencent à pousser. Gon entre discrètement dans la salle de bain. L'épée soupire de satisfaction en disant que c'était un repas tout à fait délicieux. Gon se dit que l'urine est simplement un liquide filtré à partir du sang, alors il a décidé de faire le test, et à sa grande surprise, elle l'a vraiment bu. Ensuite, il lave la lame avec un tuyau, et l'épée le remercie, pensant qu'un bain après le repas est un excellent service. Réalisant l'opportunité, Gon en conclut que si elle accepte de boire de l'urine, ce n'est pas forcément obligé d'être du sang humain. Le sang de monstre devrait faire l'affaire aussi. L'épée exige de savoir où il a trouvé ce sang. Gon sourit en coin et plaisante en disant qu'il a poignardé un beau jeune homme qui passait par là. L'épée, sceptique, marmonne que ça ressemble effectivement à quelque chose que son porteur ferait, mais lui dit d'arrêter d'inventer des histoires. Elle l'accuse, disant qu'un lâche qui pense que jeter des ordures dans un parc est déjà un péché n'aurait jamais le cran de poignarder quelqu'un. Est-ce qu'il la prend pour une idiote? Gon admet maladroitement qu'il s'est fait prendre. L'épée exige la vérité sur la provenance du liquide, pendant que Gon se tient en silence dans la salle de bain, une serviette à la main. Impatiente, elle demande pourquoi il ne répond pas, puis hésite en réalisant quelque chose.
Attends. Ce n'était pas du sang. Elle explose, se sentant trahie, le maudissant et exigeant de savoir ce qui lui a fait avaler. Calmement, Gon demande si ça a vraiment de l'importance. L'épée hurle, quoi? Mais il continue, l'important n'est pas d'où ça vient, mais de savoir si elle est satisfaite et si elle a le ventre plein. Il commence alors à raconter une histoire, un sourire mystérieux aux lèvres. Il était une fois, un grand moine nommé Wonio. Une nuit, il s'est abrité dans une grotte et, ayant soif pendant son sommeil, a bu l'eau d'un bol qu'il a trouvé à proximité. Le lendemain matin, il a découvert que le bol était en réalité un crâne et que l'eau qu'il avait bu était de l'eau de pluie stagnante. Alors qu'il avait des hauts le cœur de dégoût, il eut un moment d'illumination. C'était exactement la même eau, et pourtant, elle avait un goût doux la veille et dégoûtant ce matin-là. Toute douleur et tout plaisir naissent de l'esprit lui-même. En d'autres termes, tout est une question de perception. Conclut Gon, les yeux brillants comme ceux d'un Bouddha. Ce que l'épée a bu, ce n'est pas du sang, mais sa propre soif de vivre. La forme et le vide. Le vide et la forme. Il termine son analogie philosophique, laissant l'épée sans voix. Le sang est donc lui aussi vide par essence, et si tu acceptes que le sang et l'urine sont exactement la même chose. L'épée réagit sous le choc en répétant le mot. Pris la main dans le sac, Gon lève simplement la main d'un air gêné. À l'extérieur du bâtiment, l'épée pousse un cri dramatique, et Gon essaie de s'excuser, promettant de lui donner du vrai sang pour qu'elle arrête de pleurer. Le lendemain, il décide de postuler pour une licence de chasseur. Dans une sombre forêt, un groupe de chasseurs se repose sous les arbres, apparemment en pleine mission. L'un d'eux hurle de terreur, le visage trempé de sueur. Autour de lui, plusieurs de ses compagnons sont déjà allongés, blessés, sur le sol. Il serre les dents, en sueur froide, incapable de comprendre comment les choses en sont arrivées là. Une ombre souriante apparaît derrière lui et l'homme hurle sous le choc. Qui est-ce que ça pourrait être? Lal. De retour au présent, Gon arrive devant le bâtiment du bureau de l'administration des chasseurs. Il s'approche du comptoir d'un air maladroit et dit qu'il est venu postuler pour devenir chasseur. Peu de temps après, il reçoit sa licence officielle, Yungon, niveau 0, numéro KR27S000173, émise le 3 mars 2027. Surpris, il demande si c'est vraiment tout, s'il distribue simplement la licence comme ça. La réceptionniste le confirme, lui remettant également un kit de bienvenue et l'avertissant qu'il devra acheter lui-même tout équipement supplémentaire. Elle explique aussi qu'il doit accomplir au moins 100 missions par semaine. S'il ne parvient pas à atteindre le quota et accumule 4 avertissements, sa licence sera révoquée. Gon reste là, silencieux, tenant le sac, la licence et l'épée. Intrigué, il demande si c'est vraiment vrai qu'il n'y a pas de test de compétences, et que c'est tout ce dont il a besoin. Gon décide de consulter Interweb, l'application de mission, pour remplir son quota hebdomadaire. Il parcourt les options disponibles. La mission recommandée s'affiche à l'écran, enquête et prélèvement dans la zone noire de Gangbuggu, avec une récompense de 1 million de wons. Il s'écrie d'excitation en voyant le montant et accepte immédiatement la mission. Le lendemain, il arrive sur le site du portail avec d'autres chasseurs armés, tous debout derrière la barrière de sécurité. Gon regarde autour de lui. Il remarque que tout le monde est armé de fusils et trouve ça étrange. Les armes à feu ont-elles vraiment remplacé les épées? Ce gars n'a même pas apporté d'armes? D'autres chuchotent, trouvant étrange de voir un jeune épéiste qui est clairement un débutant, et conclut que les jeunes de nos jours n'ont que le style sans le talent. L'un des chasseurs, Kim Tajin, s'approche et lui demande si c'est sa première mission. Il confirme, et Tajin ajoute qu'il s'en doutait, vu qu'il est rare de voir un chasseur sans arme à feu de nos jours. Tajin rit en disant que ça lui rappelle des souvenirs. Quand il était jeune, il courait partout avec seulement une épée à la main. Une employée du bureau annonce qu'ils vont commencer l'inspection de l'indice de karma des chasseurs. Elle demande s'ils savent ce qu'est l'indice de karma et scanner le chasseur Park Min-so, 5226. Il se plaint, incrédule, affirmant qu'il cesse de reposer toute la semaine et que le chiffre a quand même grimpé. Tajin explique à Gon que le karma s'accumule lorsqu'un chasseur opère dans la zone noire. Et une fois qu'il dépasse les 5000, le risque de corruption grimpe en flèche. C'est pour cela qu'il effectue ce contrôle avant de les laisser entrer. Gon comprend et murmure un A. Les deux échangent un regard alors que le prochain chasseur arrive. C'est au tour de Park Jun-sik, le chasseur portant la cape verte. Son indice n'est que de 2976, et on le laisse passer. Tajin le félicite, impressionné de le voir à ce niveau après de si nombreux passages dans la zone noire. Il n'a jamais dépassé les 3000, un tel taux de purification relève du pur talent, et il s'éveillera sans doute bientôt. Tajin demande à Gon s'il n'a jamais vérifié son propre indice avant. Gon lui confirme que c'est sa toute première fois. Tajin explique que plus l'indice initial est bas, plus la purification est rapide, ce qui indique un talent naturel. Il ajoute qu'un indice de départ dans les 8 cents est déjà impressionnant, et qu'il a entendu dire que Park a commencé à 780 seulement. Tajin plaisante en disant que celui de Gon pourrait bien se situer dans les 700 ou 8 cents. À ce moment-là, l'employé appelle le chasseur suivant, Kim Tajin. Il est scanné, 4533, ça passe de justesse. En soupirant, il se demande quand son indice a autant grimpé et en conclut qu'il aura bien besoin de repos après cette mission. L'employé appelle le nom suivant, le chasseur Yungon. Il s'avance pendant qu'elle prépare le scanner. L'employé prépare le scanner et annonce le niveau de karma.
Ses yeux s'écarquillent de choc, et le nombre résonne parmi les personnes présentes, 50 000, 58 466. Un hurlement déchire l'air. Il est corrompu. Les armes se lèvent et pointent vers le pauvre protagoniste. Désespéré, il implore de l'aide en appelant son compagnon. L'homme qu'il a appelé hurle et presse la détente sans aucune hésitation, le maudissant d'être corrompu tout en tirant. De retour dans le présent, Gon lève les mains, impassible, s'attendant déjà au pire après avoir vu cette scène. Cependant, l'employé s'excuse précipitamment. Elle a mal lu le chiffre. L'indice réel commence par 0, soulagé mais confus, Gon répète à haute voix. C'est 058466605. Un des chasseurs à proximité demande ce que ça veut dire. La scène change et passe à l'intérieur de la zone noire. Un portail violet brille au milieu de la sombre forêt. Désormais équipé d'un masque à gaz, Gon avance dans les bois pour mener à bien sa mission de collecte d'échantillons. Il s'accroupit pour prélever des matériaux avec un outil, pendant que l'épée dans son dos murmure avec insistance pour réclamer du sang. Kim Tajin soupire de fatigue et suggère que le groupe fasse une pause, se retournant pour voir que Gon travaille toujours sans s'arrêter. Il plaisante avec les autres en disant que le gars au 05 n'a même pas besoin de se reposer puisque son karma est si bas. Tout le monde rit et Gon, sous son masque, lâche simplement un rire gêné. Il se rappelle que l'employé a dit que ça devait être une erreur de la machine et qu'il faudrait mesurer à nouveau son indice initial après la mission. Intrigué, il se demande pourquoi la machine a dû tomber en panne juste au moment de son tour. Le groupe se rassemble et quelqu'un demande s'ils ont trouvé quelque chose. Quelqu'un se plaint que cette mission est un échec total. Un autre ajoute qu'il n'a trouvé que de mauvaises herbes et que ce serait bien de dénicher au moins un champignon vénéneux. Soudain, Kim Tajin se met à tousser et à respirer bruyamment. Son œil brille d'un rouge maladif derrière son masque, un signe évident de corruption. Alarmé, Gon s'approche et se demande s'il reconnaît là les symptômes de corruption qu'il a déjà vus. Un autre chasseur crie avec inquiétude en appelant Kim Tajin. Sans perdre de temps, Tajin s'injecte un produit pour stopper la corruption. Il tousse, haletant et transpirant à grosses gouttes, les yeux rougis derrière le masque. Tajin les rassure sur son état, affirmant qu'une simple dose de morphine règle le problème. Il réprimande Gon, l'avertissant de ne pas trop forcer sous prétexte que son karma est bas. Même lui peut toujours subir les symptômes de la corruption. Il recommande de bien se reposer après chaque mission dans la zone noire et de toujours vérifier le filtre du masque à gaz. Les jambes de quelqu'un avancent d'un pas tendu dans l'herbe. Park Jun-sik s'approche, faisant remarquer qu'une seule erreur peut faire exploser l'indice de karma. Un autre chasseur le salue, lui demandant s'il a trouvé quelque chose après être parti si longtemps. Jun-sik confirme que oui et rassemble tout le monde, demandant combien de temps il compte encore ramasser des herbes pour des clopinettes, et révèle qu'il y a un campement de gobelins tout près, exactement l'endroit que les supérieurs leur ont ordonné d'éviter. Un gobelin rugit en levant un marteau de pierre. 3 chasseurs ouvrent le feu sur la horde qui avance. D'autres gobelins chargent Jun-sik, qui se prépare avec un grognement sourd. Il active une compétence, son poing brillant en rouge sous l'effet de l'accélération. En une série de frappes, il abat les gobelins un par un à une vitesse surhumaine. Il bondit dans les airs en provoquant ses ennemis et en leur disant qu'ils sont trop lents. Observant de loin, Gon en conclut qu'il n'aurait absolument aucune chance dans un tel combat avec une simple épée. Soudain, l'épée sent l'odeur du sang frais et lui ordonne de suivre cette direction. Gon regarde 2 huttes au toit de chaume au loin et demande si c'est l'endroit. Un gobelin lui saute dessus en balançant une massue. L'épée murmure, presque avec des excuses, qu'elle sait que son maître est bien trop gentil, mais que dans un moment pareil. D'un coup vif, le sang gicle, le gobelin est tué avant même que Gon ne comprenne ce qui s'est passé. Confus, il demande ce que c'était pendant que l'épée s'étonne, n'ayant jamais imaginé que cet idiot en serait vraiment capable. Elle râle, pensant toujours que quelqu'un comme Gon ne se battrait jamais, le genre de personne à dire que la violence est mauvaise et que la vie est précieuse. Gon se rappelle avec le sourire que c'était exactement ce que disait toujours le directeur de l'orphelinat. Gon, quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais faire usage de la violence contre les gens. Dans son souvenir, le jeune Gon demande avec enthousiasme si ça veut dire qu'on a le droit tant que ce ne sont pas des gens. Le directeur sourit et lui fait un pouce en l'air, bonne réponse. De retour dans le présent, le gobelin gisant à ses pieds, l'épée s'exclame avec excitation que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait un vrai repas. Gon sent quelque chose d'étrange pénétrer dans son corps par la lame. L'épée lui explique que c'est le karma, et que pour l'assimiler, l'âme de la victime doit être absorbée avec. Elle continue avec dédain. Les chasseurs stupides se contentent d'absorber les restes pour ensuite se plaindre du karma. Pour grandir véritablement, il faut absorber le karma et l'âme en même temps, exactement comme elle l'a fait. Ailleurs dans la forêt, un chasseur tient un couteau avec satisfaction, remarquant que 50 001 pour une haine de gobelins est une plutôt bonne affaire. Il se souvient soudain qu'il a oublié de couper la partie qui vaut la récompense. En voyant Gon revenir, un autre chasseur lui demande ce qui lui a pris autant de temps. Gon explique qu'il y avait un gobelin près de la hutte et qu'il est déjà chargé. L'un des chasseurs va vérifier et le félicite pour sa toute première chasse. Park Jun-sik décide de laisser les autres gobelins pour plus tard et de se concentrer sur la recherche de l'artefact convenu, car il presque leur chef est dans les parages. Les autres sont d'accord. Alors qu'il avance, l'un d'eux voit déjà les choses en grand. S'il trouve l'artefact et le vend au marché, il devrait valoir au moins 10 millions de wons, de quoi ne plus se soucier d'argent pendant un long moment,
et il compte emmener sa fille dans un parc d'attractions avec cette somme. Un autre prévoit d'ajouter cet argent à ses économies pour acheter une bague de fiançailles. Le groupe atteint une hutte entourée de crânes empalés à l'entrée. Visiblement, ceux des chefs gobelins. Ils s'approchent prudemment, armes levées. Soudain, quelqu'un hurle de choc après avoir aperçu quelque chose à l'intérieur. Plusieurs cadavres gisent sur le sol, mais qui a fait ça? Au centre de la destruction, la silhouette d'un chaman gobelin apparaît, tout simplement étrange. L'œil du gobelin brille d'un rouge intense, et quelqu'un murmure avec hésitation, c'est. La révélation ne se fait pas attendre. C'est un chaman gobelin. La créature hurle, levant son bâton et lançant un sort dans une langue étrange. Elle hurle encore plus fort, concentrant son pouvoir. Avant qu'elle ne puisse terminer le sort, l'un des chasseurs tire, la touchant directement à la tête et la faisant s'effondrer sur le coup. Surpris par sa propre réaction, il admet avoir eu peur et tiré sans réfléchir. Un autre chasseur le rassure en disant qu'il a bien fait. Quelqu'un s'accroupit et retire une bague du doigt du chaman mort. En l'examinant, le chasseur s'emballe en pensant qu'elle a l'air chère, mais s'inquiète vite, espérant que ce n'est pas un monstre déguisé car ça ferait chuter son prix de vente. Gon demande s'il peut y jeter un œil aussi. Le chasseur accepte mais le prévient de ne surtout pas mettre l'anneau, juste au cas où ce serait un monstre. L'épée murmure avec effroi que la bague ne doit pas tomber entre les mains de ce garçon. Ignorant l'avertissement, Gon passe la bague à son doigt, ravi, s'exclamant que c'est son précieux. Un éclair de lumière l'entoure, et sa conscience apparaît dans un vide lumineux, comme si son âme avait été projetée ailleurs. La bague lui demande s'il désire le pouvoir. Gon répond catégoriquement que non. Surprise, la bague répète la question, et il confirme qu'il n'a pas besoin de choses comme le pouvoir. La bague insiste sur le fait qu'elle peut lui offrir tout ce qu'il désire. Les yeux écarquillés, Gon demande si elle peut même lui obtenir un grand menu burger bulgogi de chez Amdiria. La bague balbutie, incapable de comprendre. D'un ton moqueur, Gon en déduit qu'elle ne peut probablement pas le faire. Offensée, la bague crie qu'elle en est capable, que bien sûr qu'elle le peut. Elle exige alors un sacrifice en échange. Gon demande ce qu'il devrait offrir. La bague propose qu'il offre les âmes de 3 de ses proches en sacrifice. Gon, complètement imperturbable, répond simplement qu'il va encore un peu regarder ailleurs, comme s'il laissait tomber la conversation. De retour à la réalité, il sursaute, regardant autour de lui et pointant du doigt la bague à son propre doigt. Les chasseurs, alarmés par sa réaction soudaine, lèvent leurs armes, et Gon demande ce qui se passe. L'un des chasseurs explique qu'il n'a braqué son arme sur Gon que parce qu'il a soudainement commencé à marmonner mon précieux, faisant croire à tout le monde qu'il avait été possédé par un monstre. Gon rend nonchalamment la bague à son propriétaire. Kim Tajin se penche en avant, cherchant son souffle et exhalant une fumée violette. Un collègue lui demande avec inquiétude s'il va bien. Ses yeux sous le masque semblent complètement noirs. De loin, le groupe remarque l'état de Tajin et décide qu'il vaut mieux partir immédiatement, craignant que les choses n'empirent s'il ne se dépêche pas. Tajin balbutie qu'il va bien et marmonne quelque chose sur le fait de devoir remplacer le filtre de purification du masque. Park Jun-sik l'interrompt, disant qu'il y a une solution plus simple. Soudain, l'épée maudite hurle un avertissement à Gon, esquive, ôte. Le chaos éclate, des coups de feu retentissent, le sang gicle, et le groupe est pris au dépourvu. Jun-sik lève son fusil en visant froidement. Il tire sur Gon, qui court pour s'échapper, sautant hors de la ligne de mire. Jun-sik commande platement qu'il a tiré sur Gon en dernier parce qu'il était le bleu et est surpris de voir qu'il a réussi à esquiver. Gon réalise en panique que la balle a percé le filtre de purification de son propre masque. Il s'est presque fait tirer dessus. Furieux, il confronte Jun-sik, criant que tirer sur son propre coéquipier est inacceptable et exigeant de savoir à quoi il joue. Calmement, Jun-sik répond qu'il est bien plus rentable de garder l'artefact pour lui seul que de le diviser en 5. Gon lui hurle qu'il a perdu la tête et que le bureau ne le laissera jamais s'en tirer comme ça. Jun-sik explique calmement que dès qu'il rentrera seul avec l'artefact, le portail se fermera, déjà considéré comme nettoyé par le système. Il ajoute que personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Sans la moindre hésitation, il déclare que Gon doit tout simplement mourir et fonce pour l'attaquer. Gon esquive juste à temps, et Jun-sik réagit avec surprise face à sa vitesse. Courant désespérément vers l'avant, Gon pense que ce type est la poisse incarnée. Gon s'élance sur le côté, échappant de justesse à une autre attaque. Jun-sik se moque de lui en lui demandant combien de temps il compte continuer à fuir. Gon saute à nouveau, prenant son adversaire au dépourvu. Il lance l'épée sur le traître qui l'esquive. Gon s'enfuit avec rage car ce salopard a réussi à l'esquiver. Jun-sik crie que jeter la seule arme qu'il possède va. Mais sa phrase est coupée avant même qu'il ne puisse la finir. Gon s'accroupit, serrant fermement l'épée maudite alors qu'elle rougeoie. Il tranche rapidement le type. Le coup coupe son arme en deux sans aucun effort. Les deux fixent leurs armes sous le choc, puis ils se regardent. Le visage de Gon se déforme en un large sourire dérangeant, comme si quelque chose en lui avait changé. Il s'avance avec le sourire toujours plaqué sur son visage, et Jun-sik parvient à peine à se défendre contre le coup. Gon déclare qu'une blessure dans le dos est la honte d'un épéiste et le tranche avec force. Jun-sik hurle de douleur. Blessé, Jun-sik active à nouveau sa capacité d'accélération et s'enfuit à toute vitesse. Gon le prend en chasse, criant et demandant où il pense pouvoir s'enfuir. Jun-sik court de terreur, trempé de sueur. Gon le rattrape rapidement,
toujours souriant, disant qu'il ne le tuera pas. Il veut juste un bras. Il insiste calmement sur le fait qu'il ne va lui couper qu'un seul bras, lui ordonnant de s'arrêter de courir. Dans une panique totale, Jun-sik hurle, le traitant de putain de taré et le suppliant de rester loin de lui. Jun-sik fonce à travers la sombre forêt aussi vite qu'il le peut. Il s'arrête en haletant, se demandant s'il a réussi à semer Gon. Maudissant la situation, il en conclut que ce psychopathe a dû sombrer dans la corruption après avoir enlevé son masque à gaz et réalise en panique que son propre masque est aussi brisé. S'il ne quitte pas la zone noire bientôt, il subira le même sort. Ses yeux s'écarquillent. Oh, merde. Il se souvient de l'anneau et aperçoit le corps de Kim Tae-jin étendu au loin. Il s'énerve de ne pas avoir pris la bague avant de s'enfuir. Serrant les dents, il décide qu'il doit y retourner, incapable de comprendre comment les choses ont pu en arriver là. Soudain, la voix de Gon résonne derrière lui. Te voilà, Park Jun-sik. Jun-sik hurle de terreur et recommence à courir désespérément. Il se dit avec anxiété qu'il lui suffit de trouver rapidement l'artefact et de courir vers le portail. En chemin, il trouve le cadavre d'un autre chasseur avec un fusil posé à côté de lui, mon arme. Il arrache l'arme à son compagnon mort, riant de manière hystérique et criant que Gon est définitivement mort maintenant. Mais son sourire se fige lorsqu'il remarque une chose énorme se dressant juste devant lui. Il tombe à genoux, tremblant, fixant la silhouette sombre qui le domine. La révélation vient ensuite. C'est Kim Tae-jin, totalement corrompu, englouti dans des flammes violettes, une griffe sombre s'étendant vers le bas. Jun-sik gémit en le reconnaissant, paniqué, Monsieur Kim. Sans hésitation, la créature Quest devenue Tae-jin frappe de sa griffe sombre, détruisant complètement la tête du traître. De loin, Gon observe, sous le choc. La forme monstrueuse de Tae-jin se révèle pleinement, ses yeux brillent et son aura bouillonne de fureur. Il se dresse en rugissant au-dessus du corps sans vie de Jun-sik. Sans perdre de temps, Gon court se cacher derrière la maison. Caché, serrant fermement l'épée, il réalise avec effroi que Kim Tae-jin est devenu un véritable monstre. Il a complètement succombé. La griffe de la créature frôle dangereusement son visage caché, et Gon se demande comment il est devenu si rapide alors qu'il tenait à peine debout avant. En remarquant la main du monstre, l'épée se rend compte que Tae-jin porte l'anneau du chaman gobelin. Il a dû céder à la tentation de l'anneau sur le point de mourir. Dans un flashback, la promesse de l'anneau résonne. Il exauce n'importe quel vœu à condition d'offrir en sacrifice les âmes de 3 de ses semblables. Gon recule d'horreur. C'est impossible. La vérité éclate. Tae-jin a sacrifié les autres chasseurs et a absorbé le pouvoir de l'anneau. Caché et suant à grosses gouttes, Gon se demande quoi faire. Tae-jin se met à frapper furieusement l'homme déjà mort. Il continue sans s'arrêter, consumé par une rage qui refuse de quitter son cœur. Dans un contraste comique, Gon suggère calmement qu'il ferait mieux de s'enfuir. L'épée hurle que non, il doit se battre. Gon argumente désespérément que même si elle a soif de sang, s'il fait ça, il mourra. L'épée le corrige. Ce n'est pas qu'une simple soif de sang. Si le monstre a muté à ce point, il est impossible de s'échapper en fuyant. Elle ajoute que ses sens sont aussi devenus plus aiguisés, alors se cacher n'est pas une option non plus. Gon demande sarcastiquement si elle a de meilleures idées. D'un ton sombre, l'épée lui suggère de tenir bon et de mourir comme un guerrier. Gon répond simplement par le silence. Le monstre avance, ses griffes déchirant le mur. Gon s'échappe de justesse en se cachant derrière un arbre. La créature s'arrête de renifler les alentours. Gon demande s'il est en train de le chercher. Réfléchissant vite, il interpelle l'épée par son nom. Eh, Ukro, tu as dit que te nourrir de sang te rendait plus forte. Pas vrai? Elle confirme avec excitation que c'est bien ça. Commet le mal et consomme du sang pour... Sans attendre qu'elle finisse, Gon court et plonge la lame dans le corps du gobelin mort plus tôt. L'épée réagit, ouah, ce n'est pas le gobelin de tout à l'heure. Il répète l'attaque sur d'autres cadavres de gobelins éparpillés, mais obtient beaucoup moins de puissance que prévu et trouve ça étrange. L'épée lui explique que naturellement, puisqu'il n'a pas tué ces créatures de ses propres mains, son droit sur cette énergie est bien plus faible. À genoux, il entend l'épée l'avertir de ne pas s'attendre à ce que tout lui soit servi sur un plateau d'argent. Le monstre rugit furieusement. Toujours caché, Gon demande à l'épée si c'est déjà assez de puissance. Le poing serré fermement sur la garde, il décide, ça suffit. Il est temps d'agir. Jetant un coup d'œil derrière l'arbre, il fixe directement l'œil brillant de la créature et murmure avec satisfaction. Parfait. Il fonce en criant, espérant placer au moins un coup avant de mourir. Mais malheureusement pour notre protagoniste, il glisse sur le sol. Par chance, le monstre ne le voit pas, et il se recache derrière l'arbre en disant qu'il va mourir de toute façon. L'épée lui rappelle que la corruption de Tae-jin est encore récente, il est donc logique qu'il puisse résister à l'attaque. Soudain, il plisse les yeux et se souvient de quelque chose d'important. Si je me souviens bien, c'est ici. Il court vers la pile de cadavres de gobelins entassés près de la cabane, ceux-là même que le groupe avait ramassé plus tôt. Levant la main, il pointe l'épée directement vers le tas. Il y plonge profondément la lame, hurlant à Ukro de tout boire. La pierre incrustée dans l'épée vibre d'extase, réagissant à la quantité absurde d'énergie. Une colonne d'énergie rouge jaillit de l'épée, une véritable rivière de karma qui se fait drainer. Impatient, Gon lui demande si elle ne peut pas boire un peu plus vite. L'énergie continue de trembler intensément. L'épée l'avertit que si elle avale tout trop vite, elle se sentira mal ensuite.
À ce moment-là, le monstre corrompu rugit et fonce vers eux. Il bondit dans les airs, griffes sorties, rugissant férocement. Gon sursaute en voyant la créature leur foncer dessus en pleine absorption. Gon se met à tourner en rond autour du tas de cadavres, et le monstre le poursuit sans s'arrêter. Gon pousse un cri terrifié. Il pointe le doigt vers le haut, criant le nom de Kim Tajin pour essayer de le distraire avec quelque chose dans le ciel, mais Tajin l'ignore et continue de le chasser. Frustré, il jure en réalisant que ça ne marche pas. Il réfléchit à toute vitesse, s'il s'éloigne de plus de 3 mètres, Yukro reviendra automatiquement dans sa main, il ne peut donc pas fuir trop loin. Le sang de gobelin accumulé est sa seule chance. Le monstre lui fonce dessus, et il crie le nom de l'épée. Elle vibre, répondant à son appel par une lueur intense. Ses yeux se plissent alors que la sueur coule sur son visage. Il crie, maintenant. La griffe de Tajin s'abat avec fracas, frappant le sol où Gon se trouvait un instant plus tôt, et il roule pour l'esquiver juste à temps. Il glisse sur le sol, se stabilisant dans une posture basse. Au loin, l'épée reste plantée dans le tas de cadavres, tandis que Gon s'accroupit à une courte distance, prêt pour son prochain mouvement. Une épaisse fumée s'élève de la lame, signalant qu'elle a absorbé tout ce qu'elle pouvait. Gon la ramasse, satisfait, le sourire aux lèvres. Son visage se déforme en un sourire confiant et sinistre. Le monstre rugit, la gueule grande ouverte et l'œil brillant. L'épée lui ordonne, frappe avec tout ce que tu as. Gon abat la lame de toutes ses forces en criant, et l'attaque fait mouche. L'impact fait gicler le sang alors que le monstre enrage. Il rugit encore plus fort, la gueule ouverte et couverte de sang. L'épée ordonne d'un ton sec, maintenant, transperce son cœur. Gon pivote et s'élance pour le coup final, les pieds fermement ancrés alors qu'il se prépare à en finir. Le monstre rugit de douleur, ayant déjà perdu son bras droit. Les yeux de Gon se plissent, totalement concentrés. Il repère un point faible dans l'épaule du monstre. Sans hésiter, il charge pour porter le coup de grâce, enfonçant la lame avec toute sa force au moment où les deux entrent en collision. L'épée s'enfonce profondément dans le corps du monstre, et ils s'effondrent tous les deux sous l'impact. Gon crie le nom de l'épée et ordonne, bois. Le corps de Tajin est pris de convulsions dans un dernier rugissement d'agonie, alors que l'énergie noire est aspirée dans la lame. Peu à peu, son visage monstrueux commence à s'effacer, retrouvant sa forme humaine sous le masque. Son œil, auparavant rongé par la corruption, redevient normal. Il pousse un faible soupir, les yeux embués de larmes, enfin libéré de la malédiction. La scène bascule soudainement à l'intérieur d'un bâtiment baigné d'une froide lumière bleutée. Un responsable, alarmé au téléphone, crie que l'installation de stockage numéro 6 a encore explosé. Un autre demande ce qu'il s'est passé cette fois, et la réponse sèche tombe. L'âge de confinement a été envoûté par un monstre. Il se plaint qu'ils ont déjà dépassé leur capacité, demandant quand ils vont enfin construire un nouveau centre de stockage. Son collègue répond qu'il n'a aucune idée, puisqu'on leur a dit qu'il n'y avait plus de terrain disponible. Un groupe d'agents et de soldats s'avance dans un couloir, le chef grommelant que ces foutus monstres peuvent envoûter les gens même quand ils sont enfermés dans les abris. Un panneau identifie le lieu, abri 6. On y voit Kangshing HW et Park Do-kyung. Park dit, chef Kim, vous voilà. Quelqu'un demande au chef d'équipe Park où est le reste de l'équipe. Il répond qu'ils sont en route, et que dès que tout le monde sera là, ils interviendront pour maîtriser la situation. Tout le monde doit se préparer. L'un des agents se plaint avec colère que ces monstres devraient avoir une décharge rien que pour eux. Un autre ajoute avec sarcasme que ce serait génial s'ils pouvaient juste tous les jeter aux ordures. Enfin, Do-kyung observe en silence. De retour dans la clairière, Gon pousse un soupir de soulagement en examinant l'anneau du chaman gobelin qu'il a récupéré entre ses doigts, répétant doucement le mot décharge. Debout au-dessus du corps inconscient de Kim Tajin, désormais libéré de la corruption, il tient l'épée ensanglantée et se demande avec fatigue si tout est enfin terminé. De retour à la base, le scanner de karma projette un faisceau de lumière sur la main de Gon. Do-kyung lit le résultat à voix haute, 1865, et commente avec sérieux qu'il a encore plus baissé que la dernière fois. Assis dans la salle d'interrogatoire, il explique que l'indice était à 6300 quand Gon est revenu du portail, mais qu'en très peu de temps, il a déjà chuté à 1800. Il reconnaît que Gon a facilement rejeté le contrat de l'artefact maudit. Gon confirme d'un simple ouais. Do-kyung ajoute qu'il a même réussi à soigner quelqu'un qui avait déjà succombé à la corruption. Le regardant droit dans les yeux, Do-kyung dit que si tout cela est vrai, il a une faveur à lui demander. Il demande si Gon accepterait de devenir la poubelle du bureau. Confus, Gon répète sans comprendre, une poubelle? Gêné, Do-kyung se corrige rapidement, expliquant que ce qu'il voulait vraiment lui demander, c'est si Gon accepterait de devenir la chambre forte numéro 7 du bureau. Do-kyung reprend plus sérieusement. Ramener Kim Tajin, qui avait déjà succombé à la corruption, à son état normal est un événement sans précédent. Il explique qu'il existe de rares outils maudits capables d'absorber le karma, mais en absorber de grandes quantités corrompt généralement la personne qui s'en sert. Cependant, Gon ne souffre d'aucune corruption même après avoir absorbé des quantités massives de karma, et il peut tout digérer à une vitesse impressionnante. De plus, son indice de karma de base est anormalement bas, à peine 0,58. Do-kyung annonce que d'après plusieurs analyses, ils en ont conclu que Gon possède une immunité contre la corruption. Il ajoute qu'avec ce pouvoir, Gon pourrait sauver d'innombrables vies et peut-être même sauver toute la Corée du Sud. Assimilant l'information,
Gon répète doucement immunité contre la corruption et demande ce qu'il voulait dire par chambre forte. Do-kyung explique que le bureau entretient des chambres fortes pour stocker les dangereux artefacts maudits, des épées, des couronnes, des dagues, des masques, tous entourés d'énergie noire, mais stocker un seul de ces artefacts coûte au bas mot des dizaines de millions de wons. Levant la main, il propose que si Gon accepte de s'occuper des artefacts maudits, le bureau lui versera des frais de stockage d'au moins 5 millions de wons, en plus de lui fournir tout le soutien nécessaire. Les yeux de Gon s'écarquillent, complètement abasourdi, 5 millions. Son esprit s'évade dans un rêve doré, imaginant combien de burgers Amdiria il pourrait s'acheter avec une telle somme. De retour à la réalité, il demande un peu de temps pour réfléchir à la question. Do-kyung admet que même eux ne comprennent pas totalement sa condition et affirme qu'ils comprennent son hésitation. Il ajoute qu'ils doivent aussi faire un rapport à leur supérieur et propose un délai d'une semaine. Gon accepte, et Do-kyung lui assure qu'ils se chargeront également de préparer les examens et les tests nécessaires. Gon acquiesce simplement, acceptant en silence. La scène passe au bureau du directeur. Oh Kyung-tae, le directeur du bureau de l'administration des chasseurs, demande avec scepticisme si tout cela a le moindre sens. Il répète d'un ton incrédule, un indice de karma initial de 0,58, et il est passé d'environ 6000 à 2000 en quelques heures à peine. Do-kyung lui assure qu'il l'a vérifié en personne et que c'est une certitude absolue. Le directeur garde le silence, le fixant d'un air suspicieux. La narration explique qu'une dizaine d'années se sont écoulées depuis que les portails ont connecté le monde à celui des ténèbres. L'humanité a découvert d'innombrables nouveaux matériaux et ressources dans les zones noires, et les scientifiques célèbrent chaque nouvelle découverte. Mais en parallèle, le nombre d'artefacts maudits n'a cessé de croître, donnant naissance à des guerriers corrompus toujours plus puissants. Cela a laissé la Corée du Sud complètement saturée d'artefacts maudits. Les doigts du directeur tapotent d'impatience sur son bureau. Il considère sérieusement la situation. Quelqu'un capable d'absorber le karma et de le digérer en si peu de temps, c'est du jamais vu. Do-kyung propose de mener le premier test avec un agent volontaire de sa propre équipe, l'informant que la division de la quarantaine a déjà accepté de coopérer. Le directeur tape du poing sur son bureau. Très bien. Il décide que, puisque le chef de la division des affaires spéciales est absent, Do-kyung, en tant que chef de l'équipe 2, sera temporairement responsable des décisions de la division. Pointant du doigt, il ordonne fermement, faites en sorte que ce test ait lieu. 4 jours plus tard, Gon arrive dans le bâtiment du bureau, traversant le hall aux côtés d'autres agents. Do-kyung salue Gon, lui demandant s'il va bien. Gon répond par l'affirmative, disant qu'il a effectué quelques missions de chasseur ça et là, et mentionne avec enthousiasme qu'il a aussi récemment éveillé son mana. Surpris, Do-kyung demande s'il l'a vraiment éveillé. Gon confirme que son ukro a digéré le karma absorbé, et que son propre mana s'est également éveillé. Il demande ensuite comment va le chasseur Kim Tae-jin. Il avoue qu'il n'a pas encore réussi à aller lui rendre visite à l'hôpital. Do-kyung le rassure en disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tae-jin s'est déjà rétabli, et ils ont même pu lui rattacher son bras grâce à une opération. Soulagé, Gon commente que c'est une bonne nouvelle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur un nouvel étage, et Gon regarde autour de lui avec curiosité. Un groupe les y attend, des soldats armés, un homme en costume et Kang-Shing HW. Gon les salue un peu timidement. L'homme en costume l'accueille avec enthousiasme en l'appelant par son nom. Il se présente comme Kim Yoon-ho, le chef de la division de la quarantaine du bureau. Gon lui serre la main et se présente, Yoon-gon. Yoon-ho les fait avancer, leur demandant de le suivre. Il leur propose une visite de la chambre forte 6 de la Corée du Sud, en pointant du doigt une jeep militaire garée à proximité. Le véhicule traverse un immense complexe souterrain rempli d'étagères. Impressionné, il fait remarquer que, bien que l'endroit soit souterrain, il est étonnamment haut et spacieux, et demande s'il y a une raison à cela. Junho explique que si les artefacts maudits sont placés trop près les uns des autres, ils peuvent provoquer une réaction en chaîne. Si quelqu'un est envoûté et s'empare de l'un d'eux, il essaiera aussi de s'emparer de tous les autres artefacts maudits à proximité. Gon est surpris par cette révélation. Il s'arrête devant un gros bloc. Surpris, Gon remarque qu'il est complètement scellé dans le béton. Junho confirme qu'une personne ordinaire ne pourrait pas le briser même en martelant pendant 100 jours d'affilée, et qu'à l'intérieur, il y a en plus un coffre-fort en acier massif pour un double confinement. La Jeep s'arrête, et Junho en descend tout excité. Très bien. Il suggère de sortir quelques artefacts pour les tester tout de suite, en tapotant légèrement l'un des blocs de béton. Que diriez-vous de celui-ci? Do-kyung et Shing HW deviennent furieux. Tous deux se mettent à marteler la pierre de toute leur force. Junho explique que, puisque les artefacts les plus dangereux sont stockés bien plus en profondeur dans la chambre forte, ils vont commencer par tester ceux de bas niveau. Soudain, il s'arrête, sentant quelque chose d'étrange, la sueur coulant sur son visage. Alarmé, il s'écrie, Gon. Mais Gon est déjà en train de sauter dans la Jeep criant alors que le véhicule démarre en trombe. Confus, Junho se retourne pour regarder la fuite. Lui et Do-kyung échangent des regards paniqués. Qu'est-ce ce qu'il fabrique? Se pourrait-il qu'ils s'en prennent aux artefacts de haut rang au fin fond de la chambre forte? La Jeep fonce à toute allure, conduite par un Gon complètement possédé, les yeux noircis par les ténèbres alors qu'une voix sinistre résonne, viens à moi. Son visage se crispe en un sourire dément, ses yeux brillent d'une lueur violette, la langue pendante, ses mains agrippant le volant comme des serres.
L'alarme se déclenche. Un employé hurle à la radio qu'un intrus a pénétré dans la zone restreinte de. La Jeep fonce droit vers la zone restreinte spéciale, défonçant les barrières de sécurité. Elle traverse le barrage sans même ralentir. Les explosions des défenses automatiques du système tentent de l'arrêter, mais elle ravage tout sur son passage sans s'arrêter. Dans la salle de contrôle, un technicien hurle de panique que le barrage de la route a échoué. L'intrus réagit beaucoup trop vite. 2 employés réagissent avec horreur. Comment peut-il esquiver comme s'il savait déjà où tout se trouve? L'un d'eux comprend. Le monstre en lui le guide. Un agent ordonne d'activer la porte blindée numéro 7, hurlant qu'il faut l'arrêter là à tout prix. La Jeep continue sa course folle dans le couloir droit vers la porte blindée qui s'approche. Un pied appuie à fond sur l'accélérateur. Le véhicule accélère encore plus, les pneus hurlant alors que la porte se referme devant lui. Le visage du Gon possédé se déforme en un sourire dérangé, le regard brisé par la folie alors qu'il hurle que personne ne l'arrêtera. La Jeep percute de plein fouet la porte blindée, explosant dans un éclair aveuglant. Le véhicule est propulsé en l'air, se retournant sous la violence du choc. Il s'écrase et glisse sur le sol, éparpillant des débris partout. Gon s'extrait des décombres en rampant, serrant toujours l'épée maudite et gémissant de douleur. Respirant bruyamment, il essuie la sueur de son front, soulagé d'avoir échappé de justesse à la mort. L'épée se vante que s'il n'avait pas éveillé le mana de niveau 1, il serait mort, et qu'il n'a survécu que grâce à elle. Son visage redevient normal l'espace d'un instant, le front toujours couvert de sueur. Mais il se dirige ensuite vers un piédestal sombre, isolé au milieu des destructions, comme attiré par lui. Ses yeux s'écarquillent. Oh, oh, oh. Il s'accroche à la vitre comme un malade, hurlant avec excitation qu'il l'a trouvé, appelant l'objet son précieux. Honnêtement, notre protagoniste n'est qu'à quelques pas de devenir un psychopathe. La lame de l'épée brille d'un rouge intense, pulsant d'énergie. Il s'élance dans les airs avec un sourire dément, frappant quelque chose devant lui et hurlant que c'est à lui. Il s'acharne sur un mur renforcé en jurant que c'est trop dur, tandis que l'épée insiste sur le fait que la dureté n'a pas d'importance, ce à quoi il répond par des grognements pour se plaindre que ça fait vraiment très mal. Finalement, le coup fracasse le mur, projetant des éclats dans toutes les directions. La bouche grande ouverte, il commence à crier mais une voix l'interrompt, arrête-toi tout de suite. Shing HW apparaît, son gantelet brillant d'une lueur bleue, l'appelant par son nom complet. Elle lui ordonne de reculer, sinon elle tire. Gon penche la tête, confus, et elle lui ordonne fermement de reculer à nouveau. Ignorant l'avertissement, il hurle, mon précieux. Shing HW se prépare alors que son arme charge son tir. Une formidable explosion d'énergie se produit, détruisant tout autour d'eux à l'impact. La puissance du tir de Shing HW fait trembler toute la zone, ses cheveux volant sous la force de l'explosion. Ses yeux s'écarquillent de stupeur. En baissant les yeux, elle voit Gon debout, indemne, à côté de la Jeep détruite. Glacée de sueur, elle lui hurle de ne pas le faire, mais il est trop tard. Il a déjà croqué dans la gemme en forme de cœur, les yeux clos d'un pur plaisir. Une vague d'énergie explose autour de lui au moment du contact. Complètement inconscient du danger, Gon savoure son repas tel un vrai critique gastronomique, décrivant la coquille comme tendre mais avec un léger croustillant. Il continue de vanter le jus riche semblable à du sang qui se répand sur son palais, apportant une douceur subtile. En riant, il annonce que sa note finale est, mais il est interrompu. Shing HW tire une attaque explosive dans son dos, et Gon hurle de surprise. L'épée lui ordonne de toute urgence, ôte, utilise le pouvoir du cœur. Confus, il lui demande de quoi elle parle. Elle lui explique que l'énergie démoniaque consommée a fusionné avec son corps, et qu'il peut maintenant s'en servir à volonté. Shing HW continue de tirer avec son arme rotative, incrédule de voir que ses tirs n'ont aucun effet. L'épée le guide, concentre ton mana, visualise-le en train de circuler dans l'énergie démoniaque, et active-le. Un symbole de cœur s'illumine sur le torse de Gon alors qu'il suit les instructions. Surpris, il remarque que les balles flottent presque autour de lui au ralenti. Shing HW continue de tirer un barrage incessant de balles et d'explosions. Émerveillé, Gon fait remarquer qu'il a l'impression que le temps s'est arrêté, marchant nonchalamment entre les tirs comme si de rien n'était. Curieux, il se demande comment désactiver ce pouvoir. Les yeux de Shing HW s'écarquillent lorsqu'elle remarque que quelque chose s'approche. Elle a le souffle coupé, incapable de comprendre à quel moment il a pu s'approcher si près. L'épée est déjà levée juste à côté d'elle. Pris de panique, Gon recule immédiatement en hurlant qu'il devrait négocier, et promet de payer tout ce qu'il a cassé. Pointant toujours son arme sur lui, elle lui demande s'il a perdu l'esprit. Il lui répond d'un ton sérieux qu'il a toute sa tête. Levant les 2 mains en signe de reddition, il s'excuse et propose de rembourser le mur de verre brisé et tous les frais de réparation du véhicule. Gon a l'air extatique, l'explosion brûlant encore en arrière-plan. Un silence tendu s'installe entre eux. Shing HW avec son arme fumante, Gon les mains levées et l'épée flottant dans les airs, transpirant nerveusement, il demande maladroitement s'il peut juste payer la valeur de la ferraille au lieu du prix fort. Un avertissement du système apparaît. Envoûtement, le pouvoir d'une entité démoniaque d'attirer un hôte vers elle. La résistance à cet effet varie grandement d'une personne à l'autre. De retour dans la salle d'interrogatoire, Do-kyung explique que même si Gon est immunisé contre la corruption, il ne semble avoir absolument aucune résistance à l'envoûtement. Le scanner de karma affiche le nombre 1190.
Do-kyung fait remarquer qu'il y a quelques instants, il était dans les 13 000. Il a chuté beaucoup trop vite. Plus le chiffre est élevé, plus la récupération de karma semble être rapide. Gon lui demande pourquoi il a grimpé en flèche alors qu'il n'a même pas absorbé de karma. Do-kyung lui explique que c'est à cause du pouvoir démoniaque qu'il a consommé. Intrigué, Gon répète, pouvoir démoniaque. Do-kyung précise que c'est le nom donné à une entité démoniaque qui fusionne avec le corps d'une personne. Plus on l'utilise, plus il libère de karma depuis l'intérieur de l'hôte. Il révèle que le pouvoir démoniaque fusionné avec Gon est connu sous le nom de cœur de torrent. Il accélère le corps au point où le monde semble bouger au ralenti. Dans un flashback, un homme hurle, une gemme pulsante flottant au-dessus de sa tête alors qu'il est englouti par des flammes violettes. La narration explique qu'un individu corrompu, incapable de contrôler ce pouvoir, est devenu fou allié, tuant plus de 2000 personnes en seulement 6 secondes. Le visage pâle, Gon réalise que c'était la cause de la tragédie des 6 secondes des Huido. Do-kyung ajoute qu'en fait, c'est un soulagement que quelqu'un comme Gon ait consommé un pouvoir démoniaque d'un si haut niveau et aussi dangereux, car cela signifie qu'il restera en sécurité jusqu'à la mort de Gon. Il ajoute nonchalamment que, lorsque ce jour viendra, il vaudrait mieux que Gon détruise d'abord son propre cœur. Gon lâche un petit cri terrifié. Do-kyung poursuit. En tout cas, supporter un indice de 10 000 en étant qu'un éveillé de niveau 1 est déjà impressionnant. Une fois qu'il aura évolué et atteint le niveau 3, contrôler un ou deux pouvoirs démoniaques de haut niveau devrait être facile. Gon demande comment il peut monter de niveau. La scène montre des chasseurs progressant à travers une forêt. Il lui suffit de répéter le cycle d'augmentation et de récupération de son indice de karma tout en explorant la zone sombre. Pensif, il se répète la phrase à lui-même en s'imaginant combattre des monstres. Puis il demande, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément besoin d'absorber du karma à l'intérieur de la zone sombre? C'est ça. Do-kyung hésite, confus. Un sourire sinistre s'étale sur le visage de Gon alors qu'il lève l'épée de façon menaçante près de Do-kyung et déclare, je vais te piquer très doucement. 2 jours plus tard, Do-kyung apparaît complètement bandé aux côtés de Shin-hw. Gon l'accueille en le félicitant pour sa sortie de l'hôpital et lui demande s'il se sent bien. Do-kyung répond qu'il ne s'est jamais senti aussi bien de sa vie. Il montre son appareil. Il explique qu'il vivait avec un indice de karma tournant autour de 30 000, mais que grâce à Gon, il a chuté à un niveau extrêmement bas. Maintenant, sa tête est plus légère et la raideur dans ses épaules a disparu. Shin-hw commente froidement qu'il a dû le piquer à plusieurs endroits jusqu'à ce qu'il trouve le point le plus efficace. Elle ajoute froidement que maintenant qu'ils ont découvert que la zone entre la 4e et la 6e côte fonctionne le mieux. La prochaine fois, un seul coup de poignard suffira. Do-kyung répond simplement par le silence. La voix de l'épée murmure avec satisfaction que le sang et le karma de ces deux-là étaient excellents et qu'elle veut déjà en boire davantage. Do-kyung en revient au fait, la raison pour laquelle il a fait venir Gon ici aujourd'hui. Il lui tend un dossier. En plus des tâches de stockage d'objets maudits convenues précédemment, il aimerait aussi que Gon s'occupe des soins. Gon demande si le fait d'absorber le karma compte comme un type de soin. Do-kyung confirme avec enthousiasme en levant le pouce. C'est un traitement miraculeux que même les médecins ne peuvent pas pratiquer. Lors de la signature du contrat, Shin-hw explique la durée, les détails et les précautions, en lui demandant de remplir ses coordonnées bancaires pour son salaire et de signer à plusieurs endroits. Gon leur a demandé de faire don de son premier salaire moins 1,1 million à l'orphelinat Emmanuel. Do-kyung est surpris par le montant. Gon explique qu'il avait décidé de faire don de son premier salaire lorsqu'il était encore à l'orphelinat. Souriant, Do-kyung lui tape dans le dos en disant qu'à partir de maintenant, il fait pratiquement partie de la famille. Il lui propose de l'appeler Yung à partir de maintenant, et comme l'âge Kang a 4 ans de plus, il peut l'appeler Nona. Gon proteste en disant que Do-kyung a l'air bien trop vieux pour être appelé Yung. En sueur, Do-kyung marmonne qu'il n'a que 28 ans, tandis que Gon hurle intérieurement, incapable de croire à quel point cette vie épuisante fait vieillir quelqu'un. Shin-hw ronchonne dans son coin qu'elle n'aurait jamais dû devenir un sergent porte-boîte. Elle annonce que le directeur a décidé d'accorder à Gon un talisman de soutien, ouvrant la boîte pour révéler un objet brillant à l'intérieur. Elle explique que c'est la foudre. Cela lui permet de canaliser l'électricité à travers son épée pour ses attaques et autres, tandis que la main de Gon essaie déjà l'anneau. Sans prévenir, il teste le pouvoir directement sur l'épée, qui crépite d'électricité et hurle de douleur, le maudissant et lui demandant à quoi il joue. L'épée hurle qu'elle va le tuer, tandis que Gon sourit simplement, sans aucun regret. Désolé. Curieux, Gon l'interroge à propos d'un collier, en l'ajustant autour de son propre cou. Do-kyung explique que c'est le collier d'assujettissement des démons. Il possède le pouvoir de résister aux enchantements et aux interférences mentales. Excité, Gon commente que c'est le talisman parfait pour lui puisqu'il est particulièrement vulnérable aux enchantements. Do-kyung suggère de le tester sur une entité démoniaque faible en ouvrant la boîte. Avant même que l'écrin ne soit complètement ouvert, le regard de Gon se vide déjà, et il fonce en avant en hurlant, « Mon précieux !» Alors que Do-kyung crie, incrédule, qu'il n'avait même pas encore bien ouvert la boîte, de retour dans la salle d'entraînement du bureau, Shin-hw l'accueille vêtu d'un dobok. Elle explique qu'en tant qu'agente possédant également un pouvoir démoniaque, elle a été assignée à son entraînement. Ils combineront un conditionnement physique de base avec le contrôle de son pouvoir démoniaque. Gon accepte, et puisqu'ils ont décidé de se tutoyer, il lui demande d'être décontracté avec lui, en l'appelant Shin-hw Nona.
Elle hésite un instant mais accepte, en répondant, ça marche, petit frère Gon. Et donc, pendant que Gon suit l'entraînement pour maîtriser son pouvoir démoniaque, Shing HW répète le mantra qu'un esprit saint réside dans un corps saint, tandis que Gon hurle de douleur. Elle lui ordonne de s'y habituer petit à petit en utilisant le pouvoir du cœur torrentiel à petite dose, pendant qu'il court partout en hurlant qu'il va mourir. La scène change pour montrer un soldat frappant à la porte en disant qu'il est venu pour le traitement spécial. Avec un sourire maniaque, Gon l'accueille, « Bienvenue cher client », en levant sa lame incandescente et en annonçant qu'il va le poignarder, ou plutôt le traiter immédiatement. En silhouette, le soldat hurle alors qu'il subit le traitement de la lame. Un texte explique, Gon a également commencé à travailler comme soigneur pour traiter le karma des soldats. Soudain, un officier militaire enragé fait irruption par la porte en hurlant des insultes. Un groupe de soldats affronte Shing HW, l'un d'eux les accusant d'avoir piégé ses subordonnés pour les laisser tous hospitalisés sous prétexte d'un traitement spécial. Calmement, Shing HW demande au colonel Zhou Yonggi de se calmer, en expliquant qu'ils n'ont traité que les soldats qui avaient officiellement demandé des soins médicaux civils. Le colonel rugit de colère. Quel genre de traitement implique de poignarder les gens et de les envoyer à l'hôpital, bande de menteurs? Il avait pourtant été très clair sur le fait que c'était interdit. Imperturbable, Shing HW rétorque que chercher un traitement en dehors de l'hôpital militaire est le propre choix des soldats et qu'ils ont même reçu les documents officiels de demande médicale. Le colonel les accuse à cause de ce satané traitement. 22 soldats sont hors de combat. Maintenant, ils ne peuvent même pas explorer le portail suivant parce qu'il manque de personnel. Froidement, Shing HW rétorque que leur karma était à sa limite, qu'il avait désespérément besoin de ce traitement spécial, puis demande s'il avait l'intention de les envoyer directement dans un portail dans cet état. Gon essaie de calmer le jeu. Calme-toi, Nona. Il ne ferait pas ça. Les envoyer comme ça serait un aller simple vers la corruption. Le colonel lui crie de la fermer, affirmant que les soldats doivent être prêts à donner leur vie pour leur pays et son peuple. Les subordonnés derrière lui crient leur approbation, fuir juste parce que leur karma est élevé va à l'encontre de l'esprit d'un soldat. C'est vrai. L'esprit d'un soldat. Un soldat doit obéir aux ordres sans poser de questions. Gon et Shing HW échangent un regard lourd de sens alors qu'ils réalisent que l'intention était bel et bien d'envoyer des soldats au karma élevé dans la zone noire. Gon, abasourdi, termine sa réflexion, tout en bloquant de force le traitement qui pourrait abaisser leur niveau. Son visage s'illumine de compréhension. Attendez. C'était donc ça. Il pointe le colonel du doigt en déclarant que le mystère est entièrement résolu. Vous êtes un individu corrompu. Confus, le colonel proteste ne pas comprendre de quoi il parle, tandis que Do Kyung continue de l'accuser d'essayer de transformer les soldats en individus corrompus, tout comme lui. Gon déclare d'un ton sombre qu'il va le traiter personnellement et le poignarde avec son épée sans prévenir, la lame brillant d'une énergie rose. Le colonel hurlant le traitant de psychopathe, tandis que l'épée couine de plaisir rien qu'en sentant le sang. La scène change. Gon plisse les yeux sous l'éclat du soleil en grommelant. Il sort d'un poste de police, soulagé, commentant que l'air de la société lui semble différent et que le soleil, après avoir été enfermé si longtemps, est aveuglant, comme s'il venait tout juste de sortir de prison. Do Kyung attend à l'extérieur avec des lunettes de soleil, faisant un signe de la main et plaisantant en disant que même s'il n'a été détenu qu'une heure, il devrait peut-être lui acheter du tofu pour fêter sa libération. Gon rit et demande ce qui est arrivé au colonel Zhou. Do Kyung répond avec désinvolture qu'il a piqué une crise par la suite et qu'il a fini par se blesser gravement, nécessitant 14 semaines de convalescence. La scène montre le colonel entièrement couvert de bandages dans un lit d'hôpital, maudissant furieusement les enfoirés du bureau de l'administration. Gon précise que ce n'est pas ce qu'il veut savoir. Il demande si le colonel a été réellement guéri. Intrigué, Do Kyung répète, guéri. Gon explique qu'il était corrompu. Je l'ai poignardé, alors il a été soigné correctement, n'est-ce pas? Surpris, Do Kyung lui demande s'il l'a vraiment poignardé avec la sincère intention de le guérir. Confus, Gon répond que les personnes corrompues ont évidemment besoin d'être traitées. Gêné, Do Kyung explique que l'homme n'avait même jamais mis un pied dans une zone noire. Il n'était pas corrompu. Choqué, Gon leur demande pourquoi il enverrait des soldats dans un piège mortel. Do Kyung lui explique que si le nombre de missions accomplies par l'équipe de recherche diminue, cela nuit à son évaluation de promotion. Gon s'exclame, incrédule, que c'est de la folie et que ce type n'a même pas l'air humain. Du Kyung hausse les épaules, c'est s'alarmer. Soulagé, Gon marmonne qu'il a bien fait de devenir chasseur. Changeant de sujet, Du Kyung le prévient que cette fois, ils ont une mission dans la zone noire et qu'il a besoin de l'aide de Gon. La dernière scène montre le site du portail, des tentes, des soldats montant la garde et la lueur violette du portail à proximité, prêts pour la prochaine mission. Gon salue Du Kyung et reçoit un simple tu es là en guise de réponse. Il fait les présentations. C'est la première fois qu'ils se rencontrent officiellement. N'est-ce pas? Ensuite, il présente les membres de l'équipe 2 des missions spéciales, les agents Jang Ta-sik et Min Do-yeon. Enthousiaste, Jang Ta-sik fait remarquer qu'il a vu Gon s'entraîner à plusieurs reprises et qu'ils vont enfin travailler ensemble. Min Do-yeon se présente simplement, de manière brève et concise. Gon les salue en disant qu'il espère qu'ils feront du bon travail ensemble aujourd'hui. Du Kyung les prévient que les choses sont toutefois devenues un peu compliquées. Gon demande pourquoi. Devant eux,
Le portail violet brille, entouré par des soldats et Shing HW. Elle déclare que la division des missions spéciales est censée se charger du nettoyage de ce portail. Un soldat crie avec colère qu'il les a déjà prévenus. La fouille n'est pas encore terminée et elle ne peut pas y entrer. Shing HW demande pourquoi, alors que le portail s'est ouvert il y a 3 jours, les recherches ne sont toujours pas terminées. Il grommelle qu'une situation inattendue s'est produite, causant ce retard. Gon remarque les soldats blessés autour d'eux, trouvant la présence de l'armée étrange. L'un d'eux, appuyé sur des béquilles, lui demande s'il fait partie de la division des missions spéciales. L'épée sent l'odeur du sang dans l'air. Du Kyung se présente formellement comme le capitaine Park Du Kyung, chef de l'équipe 2 des missions spéciales, et demande quand le nettoyage du portail commencera, car le temps presse. Le soldat à l'air bourru crie, expliquant devant Du Kyung, Gon et l'homme blessé que c'est le commandant de compagnie qui bloque l'entrée du portail. Le soldat blessé grimace et dit que le sergent Big Jinsoon est toujours coincé à l'intérieur. Son niveau de karma est déjà à la limite, s'il ne le sauve pas vite, il risque d'être corrompu. Gon fronce les sourcils, marmonnant qu'ils ont dit au soldat de revenir plus tard, et se demande s'il n'essaie pas d'étouffer l'affaire au lieu de sauver un homme isolé. Ses doigts glissent sur l'écran de son téléphone. Avec un sourire sombre, il montre l'appareil. Ils ont laissé le simple soldat mourir, mais les officiers ont exigé un traitement de faveur pour eux-mêmes. Le sourire s'élargissant, il s'adresse à l'épée, cœur torrentiel, as-tu soif? Elle répond avec avidité qu'elle a toujours soif et réclame du sang. L'officier qui bloque l'entrée crie avec colère que c'est lui le commandant en charge ici. S'il dit que personne n'entre, personne n'entre. Son téléphone à la main, Gon l'identifie. Commandant de compagnie Park Man-oh, c'est ça? Vous avez aussi demandé un traitement de faveur, n'est-ce pas? Vous êtes juste là, sur la liste. Le commandant recule, sous le choc. Quoi? L'instant d'après, ils crient tous les deux alors que la lame de l'épée maudite transperce le commandant, avec une légende annonçant « Début du traitement que vous avez vous-même demandé ». Les soldats reculent de terreur, reconnaissant encore cet enfoiré de taré. L'un d'eux murmure que même le colonel Zhou Yangui ne lui avait pas suffi. Souriant, Gon vérifie à nouveau son téléphone. Le prochain commandant en charge est le premier lieutenant Zhou Yangwu, qui sursaute en réalisant qu'il est le suivant sur la liste. Avec un sourire maniaque, Gon demande si le lieutenant a aussi réclamé un traitement, avant de lui enfoncer sa lame dans le corps. Le lieutenant hurle de douleur en s'effondrant, tandis que les autres soldats regardent, pétrifiés. Gon marmonne tout en cherchant sa prochaine cible, le prochain commandant en charge. Il termine sa phrase avec un sourire encore plus grand, ou plutôt, le prochain patient. Il fonce en riant, criant qu'il va tous les traiter, semant le chaos sur son passage. Ceux qui observent de loin se demandent nerveusement s'il est vraiment judicieux de le laisser faire. À côté de Du Kyung, Shing HW demande sans la moindre expression si cela compte vraiment comme un traitement médical. Do Kyung confirme très sérieusement, oui. C'est un véritable traitement médical. La scène change et l'équipe s'avance dans la forêt de la zone noire. Do Kyung est en tête, suivi de Gon, Jang Tae-sik, Min Do-yeon et Shing HW. Il les prévient, gardez bien ça à l'esprit. Il explique que leur mission est de nettoyer et de fermer le portail, et si possible, de sauver le sergent Big qui a disparu. Shing HW ajoute que d'après les rapports, il est entré seul dans le brouillard. Il est possible qu'il ait été envoûté. Confus, Gon demande pourquoi il ne porte pas de masque à gaz. Shing HW explique qu'une fois qu'un humain s'est éveillé, ils ne sont plus nécessaires. Soudain, elle sursaute, jetant un coup d'œil derrière elle où Min Do-yeon serre fermement son épée. Le bracelet à son poignet détecte quelque chose à 500 mètres devant eux. Signature thermique d'une forme de vie confirmée. Du Kyung fait des signes rapides de la main, dirigeant le groupe avec précision. Tous avancent ensemble, armes prêtes, progressant prudemment à travers la forêt. Shing HW demande à Gon de passer devant et de servir d'appui pour son épaule. Sans trop comprendre, il obéit en demandant si c'est comme ça qu'il faut faire, alors qu'elle pose son énorme arme rotative sur l'épaule de Gon. Le canon de l'arme dégage de la fumée, pointée vers l'avant. Elle déclenche un barrage dévastateur de balles et d'explosions. Le barrage de Shing HW explose contre les loups-garous, qui hurlent de douleur au milieu des flammes. Un des loups fonce sur Gon. Il fixe directement l'un des loups, en sueur. Jang Tae-sik bloque une attaque avec son bouclier, puis il repousse deux loups en arrière avec un coup de bouclier. Il fait tournoyer une chaîne terminée par une boule à pointe. L'attaque fait mouche, terrassant plusieurs ennemis d'un coup. Min Do-yeon plante sa lance dans un autre loup en pleine charge. De loin, Du Kyung observe la scène et demande s'il doit donner un coup de main lui aussi. Tae-sik lui crie de ne pas s'en mêler. Le rôle d'un chef, c'est de commander, pas de se battre. Shing HW ajoute que, puisqu'ils sont dans une forêt, il ne ferait que les gêner s'ils se joignaient au combat. Pendant ce temps, l'épée maudite se plaint avec impatience, demandant pourquoi Gon reste planté là et exigeant qu'il se dépêche de faire couler le sang. Il fait remarquer qu'il ne semble plus rien avoir à faire ici. Il s'éloigne, un peu désorienté. Soudain, un épais brouillard l'enveloppe. Tae-sik hurle un avertissement au sujet du brouillard, demandant quand il est apparu et ce que c'est. Gon s'arrête en entendant quelque chose, un son musical. Des notes de musique violette flottent dans le brouillard. Envoûté, il murmure que c'est magnifique, s'enfonçant plus profondément dans le brouillard en suivant le son. L'épée l'interpelle, confuse, demandant où va son hôte.
Elle hurle de nouveau avec insistance, lui disant de se réveiller. Les yeux de Gon retrouvent soudain leur lucidité, surpris, comme s'il avait été tiré d'une transe. Une magnifique femme elfe aux cheveux d'argent apparaît en disant « Te voilà enfin ». Sous le choc, Gon s'exclame « Une elfe ». Elle confirme avec un sourire que oui, c'est bien comme ça qu'on les appelle. Gon demande si elle a vu un soldat nommé Baek Jinsun. Elle lui explique que les étrangers se perdent souvent dans le brouillard et qu'ils le gardent en sécurité dans leur village. L'épée marmonne avec méfiance que n'importe qui peut voir que cette elfe est louche. Ce n'est pas de la protection. C'est un enlèvement. L'elfe sourit doucement et lui demande s'il veut l'accompagner au village. Sous le charme, Gon rougit et accepte avec enthousiasme. Bon sang. L'épée panique en réalisant qu'il a complètement perdu la tête et hurle son nom sans arrêt, mais ils sont dans le pétrin car il est envoûté et ne peut pas l'entendre. Complètement épris, Gon murmure qu'il est magnifique de voir une personne si belle faire preuve d'autant de gentillesse et lui demande s'il peut faire quoi que ce soit pour la remercier, tandis que l'épée réalise de manière calculatrice qu'agir dans une zone noire accumule rapidement du karma. Ses yeux s'illuminent lorsqu'elle en déduit que cette elfe qui vit ici a dû accumuler une quantité énorme de karma. Il la remercie tendrement de l'avoir traitée avec autant de douceur. Elle répond modestement que ce n'était rien. Avec un sourire psychopathe, il déclare qu'il lui est tellement reconnaissant qu'il va la payer, en la poignardant sans prévenir avec l'épée maudite. Elle hurle de douleur, sous le choc. L'épée fait remarquer, sombrement amusée, que ce type est du genre à poignarder les gens par pure bienveillance. En riant, Gon ordonne à l'épée de tout absorber. Elle halète, très bien. Il continue de s'excuser avec hypocrisie en lui demandant d'arrêter de se débattre parce que c'est dangereux, pendant que l'elfe hurle à l'agonie. Deux guerriers elfes apparaissent sous le choc en criant « Princesse ». L'un d'eux hurle en lui demandant ce qu'il croit faire. Surpris, Gon répète « Vous étiez une princesse ?» Elle hurle qu'elle l'est et exige qu'il la lâche immédiatement. Les deux gardes lèvent leurs épées en exigeant qu'il relâche la princesse et le traite de sale lâche. En bégayant, Gon essaie de s'expliquer, disant qu'il sait à quoi ça ressemble, mais qu'il ne fait que la soigner. L'un des gardes rétorque qu'il ferait mieux de ne pas inventer une telle excuse. Intérieurement, il admet que même lui trouve la situation extrêmement louche, mais il décide que le malentendu sera dissipé dès que le traitement sera terminé, il lui suffit donc de tenir jusque-là. Il propose un marché en criant « Laissez-le d'abord voir le sergent Bic », et il relâchera la princesse dès qu'ils atteindront le village. Les gardes réagissent avec effroi, demandant s'il est venu sauver cet humain pour, en plus, kidnapper la princesse, ce maudit lâche. Acculé, Gon cède et demande à Kazakil d'ouvrir la marche. La princesse crie son nom en détresse. Le guerrier elfe accepte à contre-cœur. Compris. Le groupe arrive enfin dans un magnifique village elfique construit au milieu d'arbres gigantesques et de cascades, où ils sont accueillis par ces mots « Nous y sommes. Voici notre village ». Les guerriers elfes réagissent sous le choc au remue-ménage. « Quoi, Seigneur Kazakil ?» Un autre hurle, incapable de comprendre ce qui se passe, tandis qu'un troisième ordonne à tout le monde de reculer. La princesse a été prise en otage. Alors que Gon utilise la princesse comme otage, un autre elfe lui ordonne de la relâcher. Il demande à l'épée si le traitement est bientôt terminé. Elle ne répond que par un gémissement incompréhensible. Il la gronde, lui disant d'arrêter de faire des bruits et de parler correctement. Se tournant vers les personnes présentes, il les prévient que ça n'a pas l'air d'être fini et qu'il ne la relâchera qu'une fois arrivé au sergent Bic. La princesse grogne en le traitant d'humain cruel et ignoble. Les villageois reculent d'horreur en s'exclamant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La princesse, grand Dieu. Des mains déverrouillent un cadenas attaché à une lourde chaîne. La porte s'ouvre. Gon annonce qu'il est arrivé et leur dit de relâcher la princesse. Une grande silhouette sombre à l'intérieur se contente de grogner. Il demande s'il s'agit du sergent Bic, et la créature le confirme par un grognement. L'étiquette sur l'uniforme confirme son nom, Bic Jinsung, devenu sauvage, montrant les dents et la main tordue en forme de griffe. Alarmé, Gon réalise que la corruption a déjà commencé. Il se dit que s'il dégaine l'épée ici, les soldats à l'extérieur l'attaqueront probablement sur le champ. Son regard est attiré par quelque chose autour de la taille de l'elfe. C'est une flûte ? Il la reconnaît instantanément. C'est avec cette même flûte que la princesse l'a envoûtée plus tôt. Le sergent Bic a donc dû être touché de la même manière. Il attrape rapidement l'instrument tandis que la princesse se débat pour essayer de l'arrêter. Imperturbable, il déclare que, croyez-le ou non, il a gagné un prix au concours de flûte à bec de l'orphelinat Emmanuel, et commence à jouer alors qu'une énergie mystique s'échappe de l'instrument. Bic réagit à la mélodie, son attitude féroce vacillant avec un grognement confus. Soulagé, Gon remarque que ça fonctionne, mais une flèche se dirige droit sur lui. Il active le pouvoir de son cœur maudit qui s'illumine intensément, accélération double du cœur torrentiel. Son visage se crispe sous l'effort tandis qu'il esquive la flèche à toute vitesse. Soudain, la princesse parvient à se libérer de son emprise. Il est surpris, tenant toujours l'épée et la flûte, debout au-dessus de son corps à terre. Les guerriers elfes rugissent de fureur. La princesse est libre. Tuez-le. Les épées s'entrechoquent dans un éclair de lumière bleue alors que Gon hurle désespérément qu'il s'agit d'un malentendu, qu'il ne faisait que la soigner, suppliant la princesse de dire quelque chose pour tout tirer au clair. Gon jure, bon sang, alors que les épées se heurtent dans des pluies d'étincelles pendant que la princesse gît inconsciente sur le sol en dessous d'eux. Elle a finalement complètement perdu connaissance. Il intensifie la puissance de son cœur maudit. Cœur torrentiel,
triple accélération, son corps se crispe sous l'effort. Les lames continuent de s'entrechoquer, des étincelles volant à chaque coup. L'un des guerriers rugit furieusement, l'accusant d'avoir blessé la princesse et volé la flûte de l'Arbre-Monde, jurant de l'écorcher vif et de dévorer sa chair crue. Gon recule, stupéfait, marmonnant que c'est de la folie pour un elfe de dire des choses aussi horribles, mais il hésite ensuite. Attendez, un elfe qui dit un truc pareil? Le visage du guerrier se déforme complètement, ses yeux sont rougis et exorbités, sa bouche grande ouverte dans un hurlement monstrueux, crève. La vérité éclate au grand jour. Il est corrompu. Le combat reprend contre la créature corrompue, les lames se croisant sans relâche. Déterminé, Gon rugit qu'elle a besoin d'être soignée, et active. Cœur torrentiel, quadruple accélération. Au moment où l'elfe attaque, il disparaît de son champ de vision pour s'arrêter derrière elle. L'autre guerrière elfe réagit sous le choc face à ce qu'elle voit. Elle est frappée de plein fouet et hurle de douleur tandis que le sang gicle. Debout au-dessus de son corps à terre, Gon commande froidement, tu es lente même quand tu tombes. Finalement, elle tombe face contre terre. Surpris, Gon cligne des yeux, remarquant qu'il lui reste encore plein de mana, tandis que l'épée rôde de satisfaction. Ouf, j'ai enfin digéré tout ça. D'autres guerriers elfes arrivent en courant, criant que le seigneur Kazakil est tombé, le traitant d'humain ignoble et ordonnant de le tuer. Gon court aux côtés du sergent Bic, toujours sauvage, lui hurlant de le suivre, et s'enfuit en courant tout en jouant de la flûte pour le garder sous contrôle, activant l'accélération double du cœur torrentiel. Les elfes crient de l'attraper en comprenant qu'il fuit le village, alors que tous deux s'enfoncent dans la forêt. Gon court en haletant, épuisé, et se plaint d'être à bout de souffle, la flûte toujours entre les mains. Soudain, un grognement résonne. Il est surpris de voir un énorme loup blanc grogner juste devant lui, les crocs dénudés. Gon regarde la scène avec incrédulité, incapable de comprendre à quel moment autant de monstres se sont rassemblés ici. Les elfes à ses trousses le rattrapent, hurlant qu'ils l'ont trouvé, le traitant d'humain ignoble et ordonnant de le tuer avec la meute et Bic parmi eux. Les loups grognent d'un air menaçant, leurs yeux rouges et leurs crocs bien en évidence. Les elfes battent en retraite avec effroi, maudissant les bêtes de la forêt tout en ordonnant le repli. L'un d'eux se lamente de ne pas avoir la flûte sur eux pour les contrôler. Gon regarde l'instrument entre ses mains et réalise, la flûte. S'il parvient à enchanter les monstres avec, il pourra les dompter. Portant la flûte à ses lèvres, il leur demande avec assurance s'ils pensent pouvoir le suivre. Il commence à jouer en déclarant que désormais, ils danseront au son de sa musique, la mélodie résonnant à travers la forêt. Les loups répondent à l'appel en hurlant et se dressent, sous son emprise. La meute entière est à présent soumise à sa volonté.